Bonjour à tous et bienvenue chez Star Wars en direct, la voix du fandom depuis plus de 20 ans et encore un petit peu plus. Ce soir, je suis Aude et je vous accueille avec l'ami Jean. Bonsoir Salut Jean. Aude. Salut, bonsoir, bonjour, salut à tous. Bonsoir, bonjour, où que vous soyez sur la Terre et plus loin dans la galaxie, quel que soit votre créneau horaire, votre fuseau horaire, pardon, et oui, puisque actuellement, moi j'enregistre à 21h en France et Jean, lui, est de l'autre côté de l'Atlantique. Il est quelle heure chez vous, Jean? Il est midi, c'est l'heure du lunch là. Alors, bon appétit. À manger. Chers auditeurs, bon appétit si vous nous écoutez pendant votre pause déj également. Nous sommes dans un épisode de Star Wars en direct littérature pour parler de quoi qu'est-ce, mon cher ami. On va parler des tomes 2 et 3 du crossover Crimson Dawn, qui sont sortis chez Panini il y a un petit moment déjà. D'accord. On est un peu à la bourre sur ce coup-là. On est à la bourre, on les épluche tranquillement, mais il y a des choses où on est un petit peu... Oui, la dernière fois, ensemble, nous, on avait fait quelque chose sur la Haute République. Oui, c'est ça, avec Tom, ouais. Ben, le tome 1 a perdu Loïc, on va dire, de Crimson Dawn, là. Donc Loïc ne veut plus faire d'émission avec nous pour ce crossover-là. Et là, Tom, ben, on a perdu Tom aussi, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc, on tombe comme des mouches. Parce que, voilà, alors il y a des aléas. Oui, en tout cas, niveau intérêt, Loïc ne veut plus trop faire cette série. C'est pour ça que vous avez fait appel à moi, à m'imposer la lecture de ce truc. Il n'était pas débutant, mais on va en parler, mais c'est un grand plaisir. C'est surtout pour le plaisir de faire l'émission avec toi, je t'avoue, sur un domaine que je maîtrise peu, que je m'y colle, mais avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers amis, n'oubliez pas que nous avons une boutique en ligne où vous pouvez vous offrir de jolis objets aux couleurs de Star Wars en direct. N'hésitez pas à nous soutenir si ce n'est pas déjà fait, à vous offrir un beau t-shirt Tatooine Banta Ranch ou l'immanquable t-shirt Beskar Forge. C'est pas grand-chose, mais ça nous permet de survivre et de payer les serveurs de notre merveilleuse chaîne Star Wars en direct. Voilà, donc à celui qui n'a pas encore son t-shirt, si ça vous dit, vous pouvez aller faire un petit tour donc sur Redbubble, starwars.direct/boutique et vous offrir un beau t-shirt. Tu en as un, toi, Jean? Je ne sais plus. Je pose ça à tout le monde. Non, pas pour le moment. J'avais prévu d'en acheter il y a un petit moment et j'y ai plus pensé. Je t'avoue que là, il faut que j'en prenne un. C'est pas grave. Je suis très intéressé par le 20e anniversaire de l'épisode 8, vu que c'est l'épisode que je préfère. Donc je pense me prendre celui-là, ouais. D'accord. Ces jours. Il y a Fred, Kylo Ren Fred, il n'y a pas longtemps qu'il s'en est acheté un, et comme à chaque émission, je le harcelais en lui disant « Alors, il est où ton t-shirt Star Wars en direct ?» L'autre jour, à moi en privé, il a envoyé une photo avec le nouveau t-shirt. Ben voilà, bienvenue dans l'équipe. Non, tu fais bien de me le rappeler, il va falloir que je le prenne de ce pas. C'est pas du rappel, c'est du harcèlement, hein, désolé. Oui, ça commence. Ça commence bien. Alors, chers amis, pour vous rappeler également... Malgré qu'à l'heure à laquelle on enregistre l'émission, il peut y avoir des petits décalages, mais nos émissions récentes ou nos émissions à venir, on a eu récemment, pour le coup, Loïc qui a fait l'émission littérature sur le manga Étoile perdue. Il avait beaucoup aimé le roman, donc là, il couvre le manga. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter ce qu'il a dit, c'est sur ma liste. On était deux, en fait. Vous étiez deux, tu étais là? Ouais, j'étais là aussi. Il m'a proposé de l'accompagner. Ah bah c'est super. Ouais. Super. Donc franchement, on te le conseille. On te le conseille vraiment, c'est génial. Ah ben le livre, je l'ai enfin lu, et le manga, je l'ai pas... Enfin, mon fils l'a, mais je l'ai pas feuilleté. Mais bon, si c'est basé sur un bon truc. Nous avons eu aussi également une autre émission littérature, beaucoup de littérature en ce moment, donc sur le roman Jeunesse Padawan. Mais on a aussi, donc comme je vous le disais, je ne sais pas à quel moment va sortir cette émission qu'on préenregistre avec Jean, mais les épisodes, les reviews de Andor, donc les Star Wars en direct séries qui sont hebdomadaires. Une fois l'équipe Québec, une fois l'équipe française. Et à l'heure où on enregistre, vous allez bientôt avoir disponible certainement un nouvel épisode à regarder par nos amis québécois. Sur ce, nous pouvons passer un petit peu en hyperespace, où on se fait un petit WhatsApp vite fait aussi, si rapido. Si tu veux. Le WhatsApp Star Wars, là, en ce moment, moi, ça se résume à Andor. Un épisode par semaine. Congé d'Andor, tout simplement. Et toi? C'est ça, c'est pareil, hein. C'est Andor et énormément de préparation d'émissions Star Wars en direct. En ce moment, je crois que je croule sous le travail Star Wars en direct. J'ai jamais eu autant d'émissions à préparer. L'IT, c'est beaucoup de l'IT, comme tu disais.
c'est beaucoup de romans à rattraper, parce que pendant un mois, là, en août, on était tous en vacances, du coup, on n'a rien fait. Et là, c'est tous les comics à rattraper, tous les romans à rattraper, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot, ouais. À écouter les bouquins, à prendre des notes, à essayer de se trouver pour faire les émissions, tout ça, c'est du travail. Mais voilà, c'est un peu ça, le Star Wars en ce moment. C'est Star Wars en direct. D'accord, bon, beaucoup de travail de ton côté. Eh ben allez, on va passer en hyperespace, tu vas respirer pendant 2 secondes, pendant précisément 17 secondes, avant qu'on attaque dans le vif du sujet avec tes petites notes sur cet épisode littérature consacré à donc alors tu m'as dit tout à l'heure Crimson Dawn, mais c'est Crimson Rain ou Dawn? Alors attends. Là j'ai un doute. Crimson... Pareil. L'aube écarlate, mais c'est le règne de l'aube écarlate. C'est ça. Crimson Rain, c'est le titre du crossover, pardon, j'ai dû me tromper. Et Crimson Dawn, c'est l'organisation, c'est ça. Donc ouais, c'est Crimson Rain. On va parler de Crimson Rain, le crossover. Alors on est parti. Les amis, accrochez vos ceintures. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Nous revoilà. Alors, par quoi on va commencer? Un petit résumé? Petit résumé, on se fait ça? De où que c'est qu'on en est, de quoi, de où. Moi, je vous avoue que j'étais un petit peu paumée, donc j'écoute ton résumé avec attention. Ok. Bon, après, pour vraiment le début du crossover, on vous invite à réécouter l'émission qu'on avait déjà fait sur le tome 1, hein, qui est déjà sorti depuis un moment déjà. On présentait un petit peu le crossover et le début, un peu le prélude de ce qui s'y passe. Donc là, techniquement, les tomes 2 et 3, on continue dans la lancée. Hein. Donc, en fonction des séries, des 4 séries régulières, donc on a différentes aventures quoi, qui se déroulent. Donc chez Dark Vador, par exemple, on a Vador et Ochi de Bestoun, donc qui sont accompagnés maintenant de Valence, qui fait partie de cette série-là maintenant, qui vont chasser les infiltrés de Crystal Dawn. Et on se rappelle, Crystal Dawn on a appris que c'était une organisation qui a des agents infiltrés un petit peu partout dans la galaxie, hein, chez les Empires, chez les rebelles et partout, en fait, ils sont vraiment partout. Et donc, avec l'aide de chasseurs de primes et alors je crois que ça s'appelle les Ravagers, qui sont un peu un groupe dont la famille a été tuée par les Crimson Dawn. Donc, Vader et ses chasseurs de primes vont essayer de dénicher une planque, buter tout le monde à l'intérieur et mettre la main sur des données dévoilant les noms, justement, des infiltrés parmi l'Empire. Voilà. Et d'un autre côté, on a Sabé, le retour de Sabé, hein, notre handmaiden préféré, là, qui enquête sur la mort de Padmé et de ses derniers instants, quoi, les derniers instants de Padmé. C'était très intéressant, ça, il faudrait qu'on en discute un petit peu ensemble. Donc, elle va découvrir qu'elle a eu un fils, Luke, avec Anakin, tout ça, donc nous on le savait déjà, mais là, Sabé l'apprend. Et puis, on a un flash-forward après où on retrouve Sabé dans la base que, justement, Dark Vador attaquait, donc la base de Crimson Dawn. C'est dur à dire, hein, même en... Oui, c'est Crimson Dawn. Donc voilà, donc elle était dans la base, Vador et ses chasseurs de primes l'attaquent. Comme elle porte un masque, Vador l'a pas reconnu, elle arrive à s'échapper, et tout ce petit groupe va se retourner sur Coruscant, où Vador va débouler comme un forcené dans le palais, et va défoncer tous les infiltrés qu'il avait vus sur ces données-là. Donc tous les infiltrés de Crystal Dawn qui croient être vont y passer, et Palpatine va lui annoncer juste à la fin que cette liste-là, c'est pas une vraie liste en fait, c'était juste un test ou quoi, et que sur la foule de tous les gens qu'il a massacrés, un seul faisait partie de Crystal Dawn. Voilà. Donc c'était un peu le petit cliff de fin de série de Dark Vador. Pour la série Bounty Hunter, ça allait très très vite, parce qu'on a quoi? On a Zuckuss, Bossk et d'autres persos dont tout le monde se fout un peu en fait, qui partent à la recherche de 4LOM, le pote de Zuckuss, qui pourrait les aider à localiser alors une fille, comment elle s'appelle déjà? Cadelia, voilà, pas Codaleia, pas confondre avec notre Codaleia. Pas toi, Karen. Pas toi, Karen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit attends, mais c'est pour ça que Codaleia a choisi son pseudo, et j'ai dit non, c'est Cadelia que ça s'appelle. Donc c'est la fille, apparemment c'est une fille de 2 gangs mafieux. C'est l'héritière des 2 gangs en un, je crois. Voilà, c'est ça, c'est l'héritière. On nous parle de ça depuis le tout début de la série Bounty Hunters, et je t'avoue que c'est un fil rouge, tout le monde l'a oublié, qu'on se fout un peu en fait, et bon bref, là ils nous remettent ça sur le tapis. Et pour les 2 numéros de Bounty Hunters du tome 3, c'est à la fois rapide et compliqué à résumer. En gros, on a tout le groupe des Bounty Hunters les moins intéressants, donc peut-être hormis Zuckuss et 4LOM, qui sont quand même, et Bossk quand même, qui sont un peu les figures les plus marquantes, face à un groupe de Crystal Dawn mené par Vucora. C'est pareil, notre perso qu'on s'en fout, Vucora.
Et les gentils vont gagner, ils vont capturer la méchante, ils vont se rendre chez Kira, et là on a la mystérieuse Cadelia, justement, qui va essayer de s'échapper de chez Kira. Voilà. Donc ça c'est chez Bounty Hunters. Star Wars, c'est peut-être la série la plus intéressante, hein, tu me diras ce que tu en penses. Les numéros de la série Star Wars, où là c'est complètement détaché du crossover presque. T'as les aventures de Luke qui va apprendre de l'holocron de Yoda, qu'on avait lu dans le précédent numéro. Et va se rendre sur... Alors moi, ça me fait penser à la Mushroom Hill Zone de Sonic. Je sais pas si tu joues à Sonic un petit peu, mais la zone où t'as plein de champignons de partout. Oui, j'ai joué à Sonic, mais je me rappelais pas d'une planète champignon, non? Ouais, voilà, il y a une espèce de zone champignon. Enfin bon, là, Luke arrive sur une planète champignon. Fortement hallucinogène, hein, a priori. Forcément. Mais oui, parce qu'il passe carrément en mode psychotrope, genre... comme s'il avait mangé des champignons, quoi. Et il va voir notre ami Elzarman, notre Jedi chaud lapin préféré de la Haute République. Ça, c'est très très cool, on en parlera. Un crossover plus là. Et ouais, c'est excellent. C'est excellent. Et donc, il va en apprendre un petit peu via lui sur les Jedi, sur lui-même. Il va même récupérer un tome du petit Jedi illustré, là, donc avant de partir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a toujours la série Star Wars, qui est très très riche en arcs différents. On a Charabeille, la maman de Poe. De Poe. Qui est de Poe Dameron, voilà, exactement, qui est toujours infiltrée sur le Tarkin's Wheel. Dans le tome précédent, on l'a laissée toute seule dans le vaisseau, le Star Destroyer, le Tarkin's Wheel. Et donc là, on va un petit peu voir comment elle vit en infiltré dans le Star Destroyer. Et en même temps, la commandante, Elia, qui s'appelle Eliane Zara, va découvrir qu'une espionne rebelle est vraiment parmi eux et va se lancer à sa poursuite. Du coup, ça chauffe un petit peu pour Charabé. Après, du côté de la rébellion, on a Kira qui vient taper la discute avec Leia. Donc, la rencontre des deux femmes de Han Solo, de la vie de Han Solo. Donc là, c'était assez intéressant aussi. On a Charabé qui s'est fait capturer, qui va se faire torturer par l'Empire. Et son mari, donc Kes Dameron, qui va mener le Starlight Squadron à sa rescousse. Voilà. Donc là, petit dogfight très sympathique. Le Destroyer part en hyperespace. Et toute l'équipe d'infiltration menée par Kes Dameron va partir avec eux, vu qu'ils étaient à bord du Star Destroyer en hyperespace avec eux. La grosse bataille navale, blablabla, ils vont réussir à s'échapper, on ne sait pas trop comment, et le Star Destroyer va réussir à se crasher, mais comment s'appelle Zara, donc la commandante du Star Destroyer, va réussir à s'en sortir et va nous laisser sur un cliff, pareil, un cliff de fan comics, où elle va rentrer en contact avec Leia. Ensuite sur Aphra, très très court aussi le résumé. Aphra, ça va être très simple, donc Aphra et Sana va pourchasse toujours l'ancien ami d'Aphra qui est Ko-Fon Farus, un poil fanatique de l'occulte et des sites, hein, c'est un gros fanatique site en fait ce gars. Et donc il va s'infiltrer Ko-Fon Farus là, dans l'ancienne université qui est aussi l'ancienne université d'Aphra pour voler une relique site à son ancien prof. Et une relique site qui apparemment se situe sous l'université, hein, c'est bien pratique. Et donc Aphra et Sana vont juste aller à sa poursuite, hein, en gros. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe chez Aphra. Et enfin, dans un peu la série principale, hein, Crystal Rain, je m'en mêle encore les pinceaux. Donc on a un petit peu, c'est assez bizarre comment ils structurent leurs numéros. Là, tu as un numéro où tu as Kira où on voit Kira ordonner à Destic et à Ochili Bestoun des missions secondaires en fait, et on va un petit peu observer ces missions-là avec eux. Dans le numéro suivant, c'est carrément les Knights of Ren, qu'on va voir comment ont été recrutés les Knights of Ren par Kira et par le Crimson Dawn, donc. On va voir leur mission aussi. Et un numéro très intéressant par contre qui revient sur l'archiviste, cette fameuse vieille femme avec les dreadlocks à la Tia Dalma, là, et qui nous raconte un petit peu l'histoire en quelque sorte du Crimson Dawn pendant cette période-là. Et donc là c'était par contre plus intéressant, j'ai trouvé. On en discutera encore une fois. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est un petit peu les différents camps, les différents groupes que Kira a recrutés et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant le crossover, quoi. Donc c'était un petit peu ça le résumé. Le résumé est un petit peu décousu, je dois dire, mais vous allez le voir, les tomes sont un petit peu décousus. Enfin, passer d'un numéro à l'autre, c'est pas évident à suivre, on va dire. Non. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais non, c'est pas évident parce que moi j'ai pas un haut niveau en comics, contrairement à vous. Tout ne m'intéresse pas et en effet, quand t'es pas encore complètement pris dedans, tu arrêtes sur des mini cliffhangers et puis après tu reprends sur d'autres personnages. Il y a de quoi être un peu perdu, en tout cas un peu désintéressé. C'est dommage parce qu'il y a des bonnes choses. Mais encore une fois, on en parlait la semaine dernière. Après, ça dépend de quel lecteur tu es, mais moi je conseillerais encore une fois de lire ces trucs en
en tome, tu sais, en série complète, quoi, genre Star Wars, Crimson Dawn, tout le crossover d'un coup. Bien sûr. Dark Vador, tout le crossover, parce que là, t'enchaînes sur les aventures de tes personnages préférés, et si t'as des personnages qui t'intéressent pas, tu les zappes. Oui. Et, mais ça dépend, sur le Discord, on voit que Exarchon, par exemple, il aime bien, lui, lire ses crossovers comme ça, parce qu'il a peut-être plus l'habitude aussi, je sais pas. Mais ouais, j'avoue que même pour quelqu'un qui a l'habitude, je trouve que c'est un peu décousu. Dire ça comme ça, j'ai pas... Parce qu'on est dans une continuité temporelle. À quelle date on est là, à peu près? Mais là, on est toujours dans la période entre l'épisode 4 et 5. On se situe juste après la guerre des chasseurs de primes. Donc là, on enchaîne avec ça, donc entre l'épisode 4 et 5. Quoi. Pardon, 5 et 6. 5 et 6, oui. 5 et 6, pardon. Parce que je les vois parler de la bataille de Hoth à un moment. Okay. Oui. Donc pour situer, on est donc 3 ans après la bataille de Yavin, quoi, au moins. Oui, voilà, à peu près. Attends, il y a combien entre le 4 et le 5? Oui, il y a 3 ans. Oui, je crois. Ok. Je me demandais à plusieurs moments, je voyais bien que la temporalité était à peu près celle-ci par rapport à ce qu'on voit dans la trilogie originale, mais j'aimerais bien que de temps en temps, il y ait des dates, tu sais. Ah oui. En tout cas, il y a les planètes qui sont toujours indiquées, ça au moins c'est bien. Tu as toujours une petite mention de la planète, de l'endroit, et une petite date de temps en temps, moi je dis que ça ferait pas de mal. C'est vrai. Comme on saute beaucoup d'un arc à un autre, et d'une équipe à une autre, une petite date... Une petite frise chronologique, je sais que dans certains comics, ils mettaient des frises chronologiques, ou peut-être dans les légendes aussi, ou pour te situer exactement où est-ce que t'es, parce qu'en plus, quand t'alternes la Haute République, des comics sur la prélogie, des comics là sur la trilogie originale, t'es un peu perdu, c'est vrai que... Absolument. Ça aiderait les nouveaux venus, voilà. Exactement. C'est vrai. Alors, on commence par quel pavé? Comme tu veux, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans tout ça, là? Alors, moi, sans surprise, à chaque fois que je lis des comics, j'aime bien quand ça se rapporte à Dark Vador, quand ça se rapporte à du connu, du charismatique, du couillu. Donc, qui de mieux pour incarner cette définition que feu Anakin Skywalker dans son armure et avec toute sa rage, toute sa haine, un petit peu de souffrance de temps en temps, un peu de regret, notamment là, puisqu'on le voit parler de Padmé avec Sabé. Donc, moi, c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc, si tu veux mon énergie... Puisque chez nous, il est déjà plutôt tard, commençons par Dark Vador, si tu veux bien. Oui, du coup, le retour de Sabé en comics, il a déjà été acté précédemment dans la série Dark Vador, tu le savais ou t'as été surpris? Alors, je le savais, j'avais déjà vu des petits extraits, mais sans l'avoir vraiment lu, mais je le savais. Donc là, quand je l'ai vu un petit peu apparaître, je me suis dit, ça c'est chouette, parce que ça m'intéresse énormément. Et en fait, on en voit assez peu. J'ai été déçue, mais... Oui. Ça m'intéressait cette affaire parce que c'est une histoire d'amour en fait, hein. Et donc comme une bonne meuf que je suis, c'était cette histoire de regret qu'a toujours Vador au fond de lui, surtout quand il voit pour la première fois cette suivante qui prend pour Padmé réincarnée, lui qui depuis le temps il essaie de la ressusciter. Là quand il a dû la voir, j'ai eu beaucoup d'empathie et je me suis dit, il a dû se dire c'est bon, j'ai réussi, je sais pas comment, mais elle est là. Et non, en fait, c'était juste la jumelle, quoi. Et ça, à l'époque, le peu que j'en avais entendu parler, les images, je m'étais dit, ça, c'est pas con du tout. Ça revient dans le passé. En fait, il y a beaucoup de choses, là, dans tout ce crossover, où on a un petit peu l'impression qu'ils essaient de coller les morceaux avec tout ce qui a été fait. Comme média. Les séries, les films, d'autres comics. Et ça, c'est parfois un petit peu trop, mais il y a des points un petit peu trop faciles, un petit peu trop obvious. Là, par contre, pour ce truc-là, de Dark Vador, j'ai bien aimé qu'on revienne sur sa souffrance, finalement, d'avoir perdu Padmé, qui le poursuit depuis longtemps et qui le poursuivra toujours. Parce que là, au moment où on en est dans cette temporalité, du coup, ça fait belle lurette qu'elle est morte, quoi, la Padmé. Et il rumine toujours ça de toute façon, puisque c'est son leitmotiv, et c'est ce que l'empereur utilisera toujours contre lui de toute façon. Et ça me plaît. Malheureusement pour Vador, ça me plaît de le voir souffrir et de se poser des questions sur ça, parce que t'as quand même quelques moments de lucidité. Enfin, il a des moments de lucidité où il se dit un petit peu à quoi bon toute cette merde, de toute façon, j'ai perdu celle que j'aimais. Et j'aime bien ces moments-là, moi. Même si là, il n'y a pas que ça, puisqu'on voit quand même Vador casser des bouches. Hein. J'ai enregistré 1 ou 2 images que je trouvais fascinantes, comme ça, par exemple. Au niveau des couleurs, il y a toujours cette chromato là, du rouge et du noir. Danmas, si tu nous regardes, on t'embrasse. Mais Vador, il est quand même très très beau en rouge et noir, quoi. Oui, il y a un petit passage sur la fin du premier numéro, la Dark Vador,
Un très beau passage en rouge et noir. C'est vrai que j'avais noté ça aussi, c'était super beau. Ouais, effectivement. Ça m'a tout de suite accroché le regard, moi. Ça. Et puis l'histoire avec Sabé, moi pareil, c'est un personnage que j'adore énormément. La trilogie Queens en roman, je la trouve excellente, malgré ce que peut dire certains. Moi pareil, l'histoire d'amour, les histoires d'amour en général qui puissent dans Star Wars, c'est ce que je préfère à la limite, quoi. Ouais, j'adore aussi. Donc tout ça, et le fait que Padmé, même pareil, des années après, je veux dire Sabé, des années après la mort de Padmé, enquête toujours sur ce qui s'est vraiment passé, parce qu'elle sait pas vraiment ce qui s'est passé. Comment elle est morte, enfin là, tu vois, elle a pris, nous on le sait depuis très longtemps, mais elle apprend que maintenant qu'elle a eu un enfant avec Anakin, quoi. C'était une grosse claque aussi pendant la lecture de ce numéro. Ça, c'était une très belle surprise. Ouais. Oui, absolument. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur Vador ? Oui, ce que tu disais dans le résumé, qu'il est omnibulé par le fait de débarrasser de la galaxie de... Alors je te propose, comme c'est dur à dire Crimson, notamment Crimson Reign en français, enfin en anglais, autant le dire en français, l'Aube écarlate. En plus, je trouve que c'est très joli comme nom, ça rend très très bien en français. C'est vrai, c'est plutôt classe. Écarlate, ça fait un beau mot, on voit bien que c'est rouge. Donc autant qu'on le dise en français, si tu veux bien, on bafouillera moins. Pourtant, toi, t'es fluente en anglais, je pense, mais Aube écarlate pour ce soir, c'est plus facile. Ça marche. On fait ça. Donc, d'où ça vient cette idée finalement de vouloir complètement se débarrasser de l'Aube écarlate ? Il le voit comme une menace pour l'Empire, comme un cartel qui paye pas ses impôts. C'est quoi en fait leur grief à l'Empereur et à Vador contre l'Aube écarlate ? Mais après, je me demande si à ce moment-là, est-ce qu'ils le savent ou pas ? Parce que j'avoue, comme j'ai lu la suite, je sais plus trop temporellement où est-ce que ça se passe. Mais je sais que le but ultime de l'Aube écarlate, c'est de débarrasser la galaxie de Palpatine. Vu que, si j'ai bien compris le truc, c'est dommage qu'il n'y ait pas Tom ou justement Loïc pour les détails, parce que je sais qu'eux, ils sont beaucoup plus forts dans les détails. Le but ultime de Kira, en fait, c'est vu qu'elle est au courant que comment ça s'appelle, qu'un site gère la galaxie en quelque sorte, vu ça, c'est ce que j'ai Maul compris aussi aujourd'hui. Voilà, Maul était l'ex-boss de l'organisation, donc il a dû lui dire que il lui a expliqué, d'accord. Il lui a expliqué, et donc le but ultime de Kira, c'est de débarrasser la galaxie de l'Empire, enfin de l'Empereur en quelque sorte, et de prendre sa place, j'imagine. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle veut rester en mode cartel undercover, je sais pas, mais en tout cas elle veut se débarrasser de l'Empire, et du coup pour ça elle a placé des pions, on ne sait pas trop comment, mais je sais pas, parce qu'il se passe pas tant de temps que ça entre Solo et ce moment-là du comics. Elle est vraiment dispersée partout, quoi. C'est vraiment l'hydre qui a ses espions un peu dans tous les rouages de la galaxie, quoi. C'est un petit peu too much, je trouve, de savoir que que ce soit dans toutes les organisations, t'as de l'Aube écarlate, en fait. Oui. Techniquement. Mais voilà, je crois que c'est ça. Et donc Vador, en apprenant ça, lui, ce qu'il veut, c'est juste, j'imagine, protéger l'Empereur et l'Empire et juste défoncer les infiltrés, quoi. Ouais, mais alors c'est marrant, c'est vrai que je l'ai compris aussi là tardivement qu'elle était donc au courant que la galaxie était gérée par un Sith, et en effet j'avais un petit peu oublié qu'elle avait bossé avec Maul. Désolée, je me souvenais qu'elle bossait pour Dryden Voss, mais pour Maul, j'avais complètement zappé la fin de Solo. Et en fait, là, j'ai relu un passage avant l'émission où on voit qu'elle explique à toute sa team là le pourquoi du comment qu'on fait ça. Parce qu'en fait, l'Empire, c'est pas bien. C'est pas bien pourquoi ? Parce que c'est non pas un, mais 2 Sith à sa tête, suivant la règle des 2, blablabla, et qu'on peut pas laisser ces gros méchants régner. Donc, dans le fond, c'est quand même assez louable, en fait, ce qu'elle veut faire. C'est qu'elle se rend compte que c'est deux gros cons, et enfin, surtout l'Empereur, qu'elle peut pas laisser la galaxie comme ça. Mais bon, t'enlèves un tyran, t'en auras forcément un autre, ou un autre système qui sera pas génial non plus. Comme tu dis, comment elle a fait pour autant infiltrer le truc ? Elle est quand même pas vieille. Bon, si elle compte juste sur ses charmes, peut-être, hein, mais c'est à la fois intéressant, mais presque un peu trop idéaliste, un peu trop manichéen. Et comme je te le disais dans le résumé dans ce que je t'ai envoyé tout à l'heure en message perso, donc on a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Ils se battent entre eux comme d'habitude, mais il y a aussi d'autres méchants qui se battent contre les méchants, mais qui se battent aussi un peu contre les gentils. Donc il y a de quoi être un petit peu paumé. Quelle échelle de méchanceté ont-ils chacun dans ces cartels-là Le business, parce qu'à des moments elle le dit elle-même, elle dit c'est le business, de toute façon je suis là pour le business. Puis derrière, après à son équipe, elle dit ouais maintenant on est là pour enlever les sites. Mais n'oublions pas que si on peut se faire un petit peu de pognon, c'est toujours bien. C'est ça.
Mais ça a toujours été le problème, là. Dans ce crossover-là, c'est la position de Qi'ra. Pendant la trilogie originale, ils ont voulu l'inclure comme ça. Alors, je sais pas, moi, je doute vraiment de ce qu'elle a pu faire pendant cette trilogie-là. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment mis au forceps, tu vois. Il fallait récupérer Qi'ra. Alors, l'annonce du personnage, enfin, moi, j'ai rien contre le personnage, je la trouve très très bien en solo. Elle est très très bien dans les romans qui la mettent au premier plan. Mais là, dans ce crossover-là, j'avoue que j'ai du mal à croire que... Mais déjà, je sais pas si tu avais lu le crossover précédent dans War of the Bounty Hunter où elle fait face carrément à Vador et elle tient tête à Vador quoi, en un contre un quoi. Et je sais que c'était Loïc ou Tom, non je crois que c'était Tom qui trouvait ça un petit peu gros quoi. Enfin une Qi'ra mode badass qui arrive juste à tenir Vador en duel, c'était un peu too much quoi. Ouais. Et forcer sa présence au sein de la trilogie originale, même si c'était agréable au début, là, je trouve que c'est un petit peu too much également. Donc bon, après... Il y a plein de moments où je me dis ça, et pas que sur ce personnage-là, mais sur d'autres aussi. On les entend, enfin on les lit, on les voit et on les lit, où il y a beaucoup de mentions d'eux, même si on voit pas de vignettes dessinées avec eux dedans, mais il y a beaucoup de mentions. Et plein de persos où on se dit, attends, ça c'est des persos récents, on a eu dans le lore récent, et ils te les mettent en effet à coups de forceps au sein de la chronologie de la trilogie originale, donc épisode 5-6, et on se dit, n'insistez pas quoi, on sait bien qu'à l'époque vous y avez pas pensé, ils n'étaient pas créés, donc vous les avez créés plus tard, d'accord, c'est pas grave de revenir dessus comme ça avec de la vaseline pour qu'on ait bien compris qu'ils étaient là en fait. Et vous pouviez pas tout raconter, mais non mais on le sait les gars, vous pouviez pas tout raconter. Mais, tu penses au personnage de par exemple de Sharabé, des parents de Poe Dameron, par exemple. Encore eux, ça me gêne un petit peu moins, mais par exemple Holdo, il y a plusieurs mentions de Holdo à des moments dans l'épisode la Star Wars. J'ai bien aimé, c'est juste un petit passage qu'on la voit vite fait, mais j'ai quand même bien aimé. Ça, c'est mon gros fanboy de Ellie Sattler, quoi. Dès que je vois Ellie Sattler, moi je suis aux anges, mais oui, c'est vrai que c'est un peu fait au forceps, quoi. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est pas particulièrement pour Holdo ou pour Qi'ra que je dis ça, mais il y a plein d'occurrences où je me dis, ah oui, là vous avez voulu en remettre. Ne serait-ce que Elzarman, pareil, là, dans la série sur Luke à la recherche de lieux de la force, là. Oh, comme par hasard, Elzarman. Mais tiens, bon, ça va, c'est récent, c'est un peu moins du forceps, c'est plus un clin d'œil, mais bon. Non, mais on a compris que vous voulez tout coudre ensemble. Ouais. Si tu veux, justement, vu qu'on dévie un petit peu sur la série Star Wars, on va parler de la série Star Wars, qui est un petit peu notre coup de cœur, j'ai l'impression, là. Et justement, moi, parce que ce qui m'intéressait beaucoup, je l'avais dit dans l'émission précédente, c'est de savoir, Crimson Dawn, je m'en fous un peu, et au final, dans la série Star Wars, on n'est pas tellement lié à l'intrigue de Crimson Dawn. Vite fait, t'as Leia qui va rencontrer Qi'ra, mais c'est tout le reste, il n'est pas du tout lié au crossover. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment Luke va devenir le Jedi overpowerful là, qu'on a dans l'épisode 6, tu vois, ultra confiant et tout. Et là, petit à petit, on nous apprend comment, en fait, il s'est entraîné un petit peu tout seul, là, avec l'holocron de Yoda. Là, t'as Elzarman qui va un petit peu lui apprendre 2-3 rouages sur la force et tout ça m'a fait très très plaisir de savoir ça et d'inclure Elzarman dedans au lieu de mettre un énième Jedi tu sais inconnu random ou quoi. Là il te ramène un Jedi que nous on connaît en ce moment parce qu'on est en plein dedans et moi j'ai surkiffé ce passage là avec Elzar. Moi j'ai été surprise en parlant de Jedi random, là il y avait aussi donc, précédemment, je pense que c'est le tome que vous avez abordé avant. Dans sa quête, Luke rencontre un homme qui était petit garçon à l'époque où Dark Vador, donc de la série de comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, où après pendant la purge Jedi, en fait, il va traquer un petit peu tout le monde. Il va traquer comment c'était l'archiviste du temple Jedi, Joe Castanou. Il va traquer un mec avec des chignons comme Rey, là, j'ai déjà oublié son nom, je l'ai revu tout à l'heure, Infila. Quelque chose Infila, on voit que finalement le Infila de la série Seigneur Noir des Sith, il avait sauvé un petit garçon et ce petit garçon rencontre Luke. Du crossover de comics quoi, des années après. Bon, ça c'est un petit clin d'œil, c'est vite fait. Ça prend 3 vignettes, mais bon. Et justement, vu que tu mentionnes ça, c'est le fait qu'aussi c'est Charles Soule qui est à la barre de la série Star Wars, qui était à la barre de ce comics dont tu as mentionné Dark Vador. Et c'est lui aussi qui est à la barre du crossover Crystal Reign, du coup, et de la Haute République, en fait. C'est un peu le Kevin Feige de... voilà, c'est ça, voilà.
Donc il chapeaute Ouais, pas tout mal à de fait. séries, et donc ouais, il prend un petit peu de ces séries, tout ça, pour essayer de faire intriquer les séries entre elles, et ouais, je trouve ça plutôt sympa. Mais tu vois sa patte aussi à lui, à plusieurs reprises, je me le suis dit, sur justement l'épisode consacré à Dark Vador, là, dans les premières pages, tu vois le souvenir d'Anakin, enfin Padmé dans son souvenir, épisode 2, tu reconnais sa coiffure, tu reconnais leur conversation quand ils parlent de la démocratie, de la dictature, tout ça, là, quand ils sont dans les champs hyper romantiques, là, sur Naboo. Et la manière dont c'est découpé par grosses bandes avec un voile rouge, ça aussi, il y avait dans Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, je crois, à des moments où on avait comme ça des flashbacks de Vador. Et je me suis dit, j'avais pas bien fait gaffe à qui il avait écrit. Je suis revenue au début regarder, je dis, oui, je comprends. Parce que c'est justement, le Dark Vador, c'est pas Soul. C'est pas Soul, pas celui-là? Non, celui-là, c'est tous les Dark Vador, c'est Greg Pak. Ah oui, non, c'est pas lui exact, j'ai une connerie. Mais c'est rigolo que tu mentionnes ça, parce que justement, nous on se plaignait beaucoup de la série Dark Vador depuis que Greg Pak a repris, a repris depuis Soul, je crois. Lui, il joue énormément. Et alors, si tu lis les Dark Vador là en ce moment, c'est chaque numéro, tu as du flashback en pagaille. Et nous, ça nous sort par les yeux, parce qu'en fait, c'est des flashbacks de films, comme tu disais, qu'on a déjà vu. Que tu as déjà vu, bien sûr, je comprends. Constant. Alors, je veux bien, la mise en page est plutôt stylée, tu as des cases noires, tu as des cases rouges. En fait, c'est cette mise en page qui m'a interpellée, pas ce que ça raconte dedans, mais la mise en page, je me suis dit, tiens, ça, je connais cette méthode. La mise en page est intéressante, ouais, ça c'est vrai. Mais en fait, là, ça fait quoi? C'est Dark Vador 19, là. Et ben, t'as 19 numéros où c'est du flashback. Alors, c'est pas tout le numéro, mais c'est un bon tiers. Allez, non, j'exagère. Un bon quart de numéro, c'est du flashback, et nous, on n'en peut plus, quoi. Enfin, au bout d'un moment, fonce dans le tas, quoi. C'est bon, on sait qu'il est perturbé, on sait que on a vu ces moments-là, donc plutôt raconte-nous des trucs inédits, quoi. Enfin, oui, c'est ça, en fait, c'est pas très inédit, quoi, là. Ben non. Bon. Ouais, le coup des flashbacks de Pâques, ouais. Et là, ouais. C'est vrai que le numéro d'avant, je crois qu'il y en avait moins, et là, tu rouvres le tome 2, justement, ça commence par ça. Reflashback, j'ai ok, ça commence bien, Greg Pak revient avec ses flashbacks. Ouais, mais heureusement, c'est pas long, mais c'est vrai que c'est fatigant à force, quoi. C'est plus intéressant de partager des trucs inédits comme là, justement, cette histoire sur Sabé, quoi. Carrément, ça, personne l'a raconté, je le fantasme ou pas, en effet, les copines de Padmé, la famille, tout ça, ils se demandent peut-être ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est plus intéressant. Même si, là, je répète, il n'y en avait pas énormément, mais elle est stylée. En plus, là, elle lui ressemble, elle est coiffée comme elle, encore. Ah non, il est vraiment très très stylé. Le numéro avec Sabé, c'est le deuxième, c'est le Dark Vador 20, si je ne dis pas de bêtises. Et faut rappeler quand même le 19, il est quand même relativement un peu boring, quoi, parce que t'as tous ces espèces de... Tu sais, t'as Dark Vador qui recrute, je sais pas, t'as des chasseurs de primes, t'as les Ravagers, t'as plein de groupes de personnes. Alors, ils sont tous, je trouve, leur design est stylé, il y a une espèce de gros robot rond, là, énorme, que même Dark Vador roule carrément dessus en mode... Oui, à un moment, j'ai vu ça aussi. C'est, je sais pas, les gros fans de Dark Vador, là, comme Loïc, je sais pas ce qu'ils penseraient de voir Dark Vador marcher sur une grosse boule et foncer dans le tas. En mode clown, ouais, c'est ça. Donc, je trouvais ça un peu... Alors, ouais, ils ont des designs stylés, ils ont peut-être un background intéressant, mais en fait, ils servent à rien, tous ces personnages. Il y a plein de personnages qui servent à rien. C'est vrai, du coup, ça les multiplie, on est vite paumé, quoi. Ouais. Et ça, sur Dark Vador et sur toutes les séries, enfin, hormis Star Wars, là, Bounty Hunter, si tu veux en parler vite fait, mais c'est que ça, c'est que des persos. En plus, il n'y a plus Valance, parce que voilà, Bounty Hunter, à la base, c'était la série sur Valance, en gros. Ah, c'était Valance, sur lui, d'accord. Ouais, depuis le début, c'était plus ou moins sur lui et les autres chasseurs de primes autour de lui. Le fameux groupe de chasseurs de primes que tu vois dans l'épisode 5 dans le film. Là. Et là, vu qu'il a rejoint Dark Vador, donc il a transféré de série, il est dans Dark Vador maintenant. Et les Bounty Hunters, du coup, ils sont sans Valance, ils sont seuls. Mais donc il y a plein de personnages, il y en a plein. Il y a Zucus, il y a Bosk, il y a plein d'autres persos, mais dont on se fout royalement, parce que déjà, t'as du mal à te rappeler des noms. Il y en a trop, ils sont random au possible, et que tu disais, voilà, les méchants, donc les Bounty Hunters qui sont un peu méchants, qui doivent se battre contre un autre groupe de mafieux, donc tu te fous complètement, c'est vraiment Bounty Hunter, je crois que c'est la série, pourtant que j'aime bien au demeurant, les dessins sont relativement sympas, tu vois, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'action, c'est très lisible, hein, même avec l'action que t'as en page, t'arrives quand même à voir ce qui se passe, je trouve ça très joli, mais l'histoire, elle est vraiment très, très, très anecdotique, je trouve. Bounty Hunters, t'en as pensé quoi, toi, du coup? Moi, je mélange, en effet, du coup, les personnages qui sont physiquement, en effet, comme tu dis, un peu random,
qui se ressemblent. À un moment, il y a 2 brunes. Je me dis, enfin 2 brunes, en tout cas, une fille brune, c'est sûr, et l'autre, je sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Je me suis dit, attends, c'est pas les mêmes, ça? Ah non, là, lui, c'est pas la même personne. Je me suis dit qu'il casait dès qu'il pouvait des couples lesbiens. Ça me fait sourire aussi. Parce qu'à chaque fois, partout, il faut qu'ils en mettent. Il y en a pas mal. Ouais. Pour être sur la tendance, ça y va. Non, j'ai du mal à m'intéresser parce qu'en fait, j'arrive du coup dans un moment où c'est déjà vraiment le bordel. En même temps, ça s'appelle War of the Bounty Hunters. Donc, il y en a beaucoup. On voit qu'ils sont nombreux dans la galaxie. Ils ont tous leurs petits griefs spécifiques de pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ce job-là. C'est un peu trop... Enfin, je vais pas dire random parce que ça serait leur manquer de respect. Ils ont chacun des raisons de faire ce qu'ils font, mais c'est... Non, le charisme de Vador m'intéressera toujours plus que ça. Et oui. C'est comme je te disais, j'ai du mal à accrocher à Aphra parce que pour moi c'est un peu trop random. Même si je sais qu'elle a des moments où elle croise Vador, c'est pas pareil. Non, c'est vrai que pour des nouveaux venus là, mais justement, ça fait c'est cool que tu sois là, quoi. Une nouvelle venue qui plonge dans le crossover, on se rend compte que c'est pas vraiment, comment ils disent ici, new reader friendly, tu sais. Si tu as envie de te plonger dans le comic Star Wars, on va pas vous conseiller le crossover Crimson Reign là. Il faut pas. Non, vaut mieux pas. Mais on a ces questions-là souvent sur le Discord. On a des gens qui disent j'aimerais bien commencer des comics. Et ce qui revient souvent, c'est le Seigneur Noir des Sith. C'est vrai que c'est facile à aborder. Tu connais tous les personnages quasiment. Oui, ça va prendre direct après les films. Il n'y a pas besoin de background sur quoi. Là, je te dis, les Bounty Hunters, par exemple, là, on arrive au numéro 22, là, avec le tome 3. Là. C'est 22 numéros de Bounty Hunters où c'est une histoire, tu as un fil rouge qui continue depuis les tout premiers numéros, en fait. Donc si tu as raté les premiers, ça peut être compliqué, je pense. Tu vois, en plus, par rapport à ce qui m'a interpellé, moi, quand j'ai lu les images que j'ai pu garder pour les illustrer là ce soir avec vous, j'ai rien sur les Bounty Hunters. Quand j'y pense, j'ai rien, j'ai quelques images. Donc, je vous ai montré une image d'Elzarman, parce que là, ça fait référence à la Haute République. On a du Vador qui slice à tout va, hyper classe. D'ailleurs, j'en ai une autre de Vador hyper classe où, alors attention, spoiler, mais tu l'as déjà un petit peu dit, où quand il a cette liste de personnes qui seraient des infiltrés de Kira, qui sont d'ailleurs en réunion autour de l'empereur Palpatine, pendant cette réunion, debout, il check sa liste. Alors toi, je te tue, toi, je te tue, et on a cette image-là où on le voit découper. Alors, ils ont la décence de ne pas nous mettre le cadavre complet, mais juste les têtes qui volent, avec des petits bouts de on ne sait pas trop quoi. Mais c'est très très stylé. Le mouvement est bien perceptible, c'est très beau, et nous sommes toujours en rouge et noir, Jeanne Masse. Et ça, j'enregistre cette image pour te la partager à toi, pour la partager aux autres et la commenter en direct. Par contre, des chasseurs de primes random qui tirent dans tous les sens parce que du coup, ils n'ont pas les armes avec une côté noble comme le sabre laser. Ils ont des grenades, des trucs un peu plus... un peu plus païen et bourrin, et du coup j'ai pas envie à ce moment-là d'enregistrer l'image. Ça me donne beaucoup moins envie, tout simplement. Là justement, c'est dommage que j'aurais dû la sélectionner avant, mais il y a une splash page avec un joli coucher de soleil qu'on voit dans Bounty Hunter 22, je crois, si je me rappelle bien. C'est vraiment un petit panorama très sympa, mais c'est vrai que oui c'est beaucoup d'action, beaucoup de... C'est c'est Rambo-like, quoi. C'est Rambo, ils sont toujours face à beaucoup de public. Un peuple, une tribu, un village, une ville, un quartier, ils sont noyés en fait dans la masse, les pauvres. C'est ça. Et juste pour revenir un instant sur ce que tu disais du coup sur celui qui s'appelle Greg Pak qui illustrait donc les Vador, j'ai une image, c'est ça dont vous vouliez parler, ce genre de flashback en fait à l'écran, donc en bandelette rouge. Voilà, exactement. En effet, ce sont des scènes qu'on connaît. C'est le passage du film. C'est le passage du film, mais voilà, ça aurait été dans ce numéro seulement, pas de soucis, mais en fait, il nous fait ça à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu fatigant à la longue. Oui, d'accord, je comprends mieux du coup. Mais par contre, tu parlais des dessins, et pour revenir sur les dessins, par contre, là, c'est pas le même dessinateur sur Dark Vador. Là, on a Villanova, là, c'est un gars qui a fait vite fait des remplacements sur Dark Vador, mais que je trouve meilleur que l'autre dessinateur qu'on avait avant, je sais plus son nom. Là, vraiment, je trouve les dessins, comme tu disais, vraiment très très cool. Les dessins sont très bien, oui. Très très beau. Ouais. Et le deuxième Dark Vador, c'est un autre dessinateur aussi. C'est Yenko. Et Yenko, c'est un grand nom dans le comics. Donc là, où j'avais pareil le deuxième numéro avec Sabé, donc que j'ai trouvé très très beau aussi. C'est vrai que ça faisait plaisir de voir de bons dessinateurs sur le Vador, qui auparavant, je t'avoue,
tire un peu la gueule, quoi. Là, ça Ouais. va. Là. Ou t'as Loïc qui complainait le fait qu'il reconnaissait pas Vador, nanana. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus fidèle. C'est fidèle, c'est détaillé. Et puis l'autre jour, l'épisode qu'on a fait ensemble sur la Haute République, où on avait du backlash de Avar Chris, là, en Tintin, j'ai ouvert l'œil là pour voir si on avait comme ça des choses un petit peu au background qui étaient moins soignées. Et non, j'ai pas trouvé. Au contraire, il y a des détails précis qui attirent l'œil parce que c'est beau. Ça peut être une couleur, un tissu, une lumière. Il y a des choses très très cinématographiques en fait dans cette manière de dessiner, je trouve. Mais d'une manière générale, ces tomes 2 et 3, même si on les critique beaucoup au niveau de l'histoire, moi au niveau des dessins, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Hein. Du coup, tous les mauvais dessinateurs, entre guillemets, hein, ceux qu'on n'accroche pas, sont plus là. Je sais que pour le Crimson Reign, la série, le règne écarlate, on va dire, donc, du coup, de Soule, et donc c'est Cunning qui a pris la relève après Lucross qu'on avait beaucoup critiqué pendant la guerre des chasseurs de primes, le crossover précédent, donc. Là, c'est Cunning, et je trouve qu'il fait du très très bon travail. Les numéros de Crimson Reign sont très très jolis, enfin jolis, ils sont pas magnifiques non plus, mais en tout cas, ils sont. Moi, j'aime beaucoup ces dessins à Cunning. Il y a un truc, je suis toujours dans la série Dark Vador. Alors du coup, là c'est Raphaël Yanko, donc non c'est pas ça. Mais à la fin, on a pas qu'à la fin d'ailleurs, on a une mention d'un personnage dont on a réentendu parler récemment avec la série Endor, en spéculation de savoir si on allait la voir ou pas, c'est Sly Moore. Ah oui. C'est la fille chauve qu'on voit aux côtés de Palpatine dans l'épisode 3. Et là, on la revoit justement, là, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et j'ai été surprise de la voir parce que je me suis dit, bah tiens, ça, on n'en sait pas souvent parler. Et puis là, en pas longtemps, 2 fois. Mais pour te remettre dans le contexte, en fait, techniquement, dans le crossover précédent, tu l'as pas lu du tout, le War of the Bounty Hunter, la guerre des chasseurs de primes. Non. Ah voilà, parce qu'en fait, elle revenait déjà dans la série Dark Vador. Dans ce crossover-là, en fait, ça fait un petit moment qu'on la suit, en fait, qu'on l'a vu revenir dans la série Dark Vador, et ouais. Et quel est son rôle, du coup? Très plaisir. À quoi elle sert, finalement? Si je me rappelle bien, donc, bon, évidemment, elle fait partie des gens autour de Palpatine, donc elle traîne autour de Palpatine, mais elle est à la tête d'une organisation. Alors pareil, on a eu des débuts, un genre de teasing dans le War of the Bounty Hunter, où elle était à la tête d'une organisation secrète, on va dire, mais on n'a pas plus d'infos que ça, quoi. Enfin, alors elle aussi, elle a son organisation. Tout le monde a son cartel, en fait. Voilà. Viens, Jean, on fait un cartel, nous aussi. On pourrait. Et puis hop, on s'infiltre, parce qu'apparemment tout le monde peut s'infiltrer facilement au sein de l'Empire, ça a l'air assez facile. Mais et elle se battait contre Ochi, si je me rappelle bien. Je t'avoue que ça, Crimson Reign et limite War of the Bounty Hunter, c'est les numéros qui sont sortis en début d'année, l'année dernière pour le précédent crossover, mais là, les 2 tomes qu'on discute, les numéros sont sortis en début d'année. Et j'ai quasiment tout oublié, là, tu vois, j'ai dû les relire il y a 2 semaines pour si on faisait la mission avec Tom, mais là, j'ai dû les relire une 3e fois pour faire l'émission avec toi, et j'ai encore des trucs, j'étais, ah oui, d'accord, j'ai complètement zappé des pans de l'histoire, tellement ça me touche pas du tout, quoi. Donc oui, Sly Moore, organisation secrète, qui s'est fait bolos par Vador, je sais plus, les auditeurs qui sont plus... J'ai une image, là, je vais la partager, oui, en effet, elle a pas l'air de bien s'entendre avec lui, quoi. Ah oui, ils ont eu quelques aléas, quelques différents, ouais. Voilà. Ça, c'était la surprise de la revoir. Si je n'avais pas réentendu son nom récemment en spéculation sur Andor, je l'aurais peut-être pas remarqué, mais bon, là voilà. Et alors, il y a quelqu'un, j'ai pas bien compris, à qui il est loyal, Ochi de Bestoun. Pour qui il bosse, lui? Ochi, là, dans ce crossover-là, enfin dans ces 2 tomes-là, donc il bosse techniquement il bosse pour Dark Vador, mais entre-temps il se fait recruter par Crimson Dawn, par Kira, pour bosser pour Crimson Dawn, en fait. Donc du coup, là, il bosse un petit peu sur les 2 tableaux, techniquement, si j'ai bien compris. Donc c'est bien ce que j'ai compris. Ouais. Ok, parce que Ochi, physiquement, en plus, il y a des moments ça change, parce que donc c'est la patate à droite, là, jaune, au teint très jaune, qui est très moche, donc une race d'alien, je ne sais pas quoi, mais très très moche. Oui, inédite la race. Inédite, qu'on a découvert donc dans l'épisode 9, l'Ascension Skywalker. Mais dans le comics, on le voit aussi apparaître sous cette esthétique où, Dieu merci pour mes yeux, il est moins laid, le pauvre, je le stigmatise, hein. Mais c'est quand même moins pire puisqu'ils lui mettent un masque. Voilà. D'ailleurs, qui me fait penser à je ne sais pas quoi.
je vais retrouver, mais il y a un peu les yeux de Iron Man, ça me perturbe. Il y a un truc, je sais pas où c'est les petites oreilles, mais non, c'est ça. C'est un mix entre Batman, Iron Man, un petit peu du japonais avec la couleur rouge et blanche, le côté masque kabuki vite fait. Enfin, il y a un petit peu mélange des genres, plutôt sympa. Ouais, non, c'est très sympa. Il est très sympa comme ça. Il est plus charismatique avec, ça c'est sûr. Il est plus charismatique avec. En plus, il est plutôt un peu comic relief à des moments dans ce qu'il dit, je trouve. Il est peut-être pas jusqu'à drôle parce qu'il est toujours dans des situations assez sérieuses, mais il est un peu je m'en foutiste, quoi. C'est une grosse pipelette, ouais. C'est une grosse pipelette. Dans les comics ou même dans les romans où on l'a vu récemment, là, il arrête pas de parler. C'est un peu... Dans les films, moi, je verrais bien Ryan Reynolds jouer ce rôle-là, tu vois. S'il veut faire... Ryan Reynolds, c'est avec sa grande gueule et qui arrête pas de parler tout le temps. T'as envie de lui dire, mais tais-toi. C'est un peu ça, quoi. Voilà. D'accord. Bon, donc il est bien sur les deux plans, c'est ce que j'avais compris. Je n'étais pas sûre. Voilà. Ok. Bon, on a fait le tour pour Dark Vador. On change de série, même si on a déjà parlé un peu des autres. Un peu de tout. Tu voulais parler d'Afra, non? Non, pas moi, non. Je te laisse faire. Non. Oui, malheureusement, t'as pas lu Afra, c'est pas grave, hein, franchement, parce que là, bon, j'avoue, j'essaie de défendre le maximum Afra dès qu'il faut en parler, mais là, pour la première fois, je vais devoir dire que Afra, notamment le numéro 17, là, celui qui est dans le tome 2, pardon, je veux dire, on va suivre la numérotation française, mais dans le tome 2, le numéro, je l'ai trouvé, mais d'un chiant rarement atteint, quoi. Pour moi, c'était vraiment une petite pincée au cœur, là, parce que ça me faisait très mal de lire ça, et je me faisais chier, en fait. C'est du Afra, et non. Heureusement, le numéro du tome, alors je crois qu'il y a 2 numéros dans le tome 2, un numéro dans le tome 3, bref, les autres numéros rattrapent un peu le coup, mais je t'avoue quoi, le niveau histoire, il se passe pas grand chose en fait. Encore une fois, c'est ça, non seulement c'est pas lié à toute l'intrigue avec Chris Tom Rain, avec Loeb Écarlate, mais en plus même au sein de... Déjà t'as toute la partie, là c'est pareil, je sais pas si t'as lu d'autres épisodes d'Afra avant ce crossover là, mais juste un vite fait, parce que t'avais tous ces personnages c'est un peu comme Bounty Hunters en fait. Ils t'introduisent tout plein de persos, mais inutiles au possible. Donc là, pour Afra, c'est Lucky et Ariol qui ont toute une aventure en parallèle, en fait. C'est comme si le numéro est divisé en deux. T'as Afra et Sana qui font leur bail, et moi, je trouve ça toujours très sympathique. Moi, c'est les dialogues qui me plaisent beaucoup dans Afra. Je trouve qu'elle a ce bagou à la Han Solo un petit peu, elle envoie chier tout le monde, et elle arrive tout le temps à retomber sur ses pattes quand elle veut arriver à ses fins, en fait. J'aime beaucoup la façon dont elle hurle les gens pour arriver à ses fins, mais t'as toute la partie du numéro où c'est que ces personnages dont on se fout royalement. Et là, le numéro que j'ai vraiment pas aimé, là, le 18, je crois, je sais plus, ça commence très très mal, parce que t'as un tiers du bouquin, c'est ça, c'est Ariol et Lucky qui font leur bail, et je m'en fous complètement, quoi. Donc c'était un peu triste pour moi de lire ça. Et les deux suivants sont un peu mieux, parce qu'ils nous introduisent ce personnage de faux, là. Donc l'ancien collègue, collègue étudiant de Afra quand elle était à l'université, et t'as tout un flashback sur Sana et Afra et ce faux qui était à l'université, et ça j'ai vachement aimé, ça me rappelait l'audiodrama qu'on a eu ici, où t'as tout le passage dans le passé d'Afra qui a passé tout son cursus universitaire en quelque sorte à étudier les artefacts Sith et Jedi et tout ça. Et ça c'était vachement intéressant, un peu Harry Potter version Star Wars, quoi, où t'avais les passages à l'école avec Afra et ses potes. Et là donc on est revenu vite fait dans un numéro à ça m'a fait plaisir. Voilà, au moins ça on a eu un petit bonbon, mais à part ça, toute leur histoire, c'est pendant 2 numéros, elle va traquer cet ancien collègue pour récupérer un artefact Sith, et voilà, t'as 40 pages de ça. Donc j'étais un peu décontenancé, on va dire. Et t'as bien fait de pas le dire. Par contre, en le feuilletant quand même comme ça, là, pour la science, il y a une colorimétrie qui n'est pas la même. On est sur des couleurs du violet, du vert, du rose, du fuchsia. C'est très intéressant quand même. Voilà, c'est flashy, c'est fashion. Ça change un petit peu. Ouais, mais niveau dessin, encore une fois, c'est toujours... Alors, contrairement aux autres séries comme Dark Vador ou Star Wars ou Crimson Dawn qui ont changé de dessinateur, là, l'équipe créative, c'est la même depuis le début de la reprise d'Afra. Donc, je crois que c'est les tout premiers tomes, dont tu as un premier tome, d'ailleurs. Je crois que c'était encore eux à l'époque. C'était Alicia Wong et Jung au dessin. Et justement, moi, j'ai toujours... je continue de le dire à chaque émission, mais j'aime beaucoup les dessins d'Afra, malgré le scénario un peu naze de ces tomes-là,
où, comme tu dis, c'est beaucoup de flashy, ça casse complètement avec l'image un peu grisâtre qu'on peut avoir de Star Wars. Et c'est très, moi j'aime bien dire, un peu typé gentiment animation japonaise, tu vois, t'as des personnages avec des cheveux, des espèces de... des espèces de punk violets, des trucs un peu qui sortent un petit peu de Star Wars, mais moi qui me fait plaisir, parce que c'est Afra en fait. Afra, c'est un peu... tu mets un petit peu toutes les influences qui font pas très Star Wars, mais... Enfin, qui font un petit peu manga, animé, japonais. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et les dessins, je les trouve pas dégueulasses. C'est un style, c'est encore une fois, il faut aimer. Oui, c'est vraiment un autre style. On voit bien que c'est un autre style. Trop bien, ouais. Mais très très flashy, ouais. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc tu vois, ça en souffle le chaud et le froid, tu vois, t'as des histoires pas très intéressantes, mais t'as quand même le dessin pour attraper ça. Donc tu vois, moi, c'est pour ça que je peux pas être trop méchant au final avec... là, on va donner une note au final, là, pour le tome. C'est qu'au final, c'était pas désagréable non plus à lire, tu vois. Oui. Non, ça se lit, après, c'est pas le même effort que quand tu dois vraiment te mettre dans un roman ou regarder une série qui démarre pas. Hein. Mais généralement, en comics, je suis vraiment excité à chaque fois. Je te disais, les numéros de la Haute République ou de Afra, même, à chaque fois qu'un numéro, un petit numéro sortait comme ça en VO, j'étais au taquet, je lisais direct, et voilà. Là, depuis que Crimson Dawn a commencé, je t'avoue que je me jette moins dessus. Déjà, il n'y a plus la Haute République, là, qui va revenir en novembre, en comics, novembre. En VO. Donc ça, c'est cool. Là, on avait 6 mois sans Haute République, donc c'était un peu dommage. Et Crimson Dawn, depuis le début du crossover, je suis plus à jour, en fait. J'ai un peu laissé tomber aussi, et je lis quand il faut faire les émissions, en gros. Donc c'est un peu triste. Un peu triste. Alors, panel suivant. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Vador, on a fait Afra, on fait la Star Wars ? Oui, on en a un petit peu parlé avec la Haute République vite fait. Mais par contre, sur Star Wars, moi j'ai un petit caméo slash. Je pense que les fans vont être contents d'apprendre un petit Easter egg que j'ai pas noté dessus. Hein. C'est en cherchant sur le net, j'ai vu c'est qui ce personnage-là. Comment ? Est-ce que tu te rappelles du passage où c'était où t'as une espèce de pilote, c'est dans... Ah non, pardon, c'est dans le Crimson Reign. Pardon, non, je me plante totalement. C'est pas dans le Star Wars, désolé. Alors, garde-le pour après. Pour après, ça sera pour Moi, après. dans le Star Wars, j'ai repéré quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, qui lie tout avec de la grosse ficelle. On a donc, comme tu le disais tout à l'heure, si je résume bien, Luke... qui fait son glow-up entre l'épisode 5 et 6, donc il s'entraîne un peu tout seul dans son coin, à la recherche de lieux avec un fort passé avec la Force. Il arrive donc sur une planète champignon qui lui fait avoir une sorte d'hallucination où il voit donc l'ancien Jedi Elzarman, il papote avec lui, et il est même transporté virtuellement dans des lieux, et là, on voit ce lieu. Il est sur Acto, il a une petite conversation pépère, chacun sur son rocher avec Elzarman, et on sait que c'est sur Acto parce qu'on reconnaît l'arbre, la sorte de vieil arbre en triangle, là, en garde d'épée que Yoda fait exploser, fait brûler dans l'épisode 8 sur le The Last Jedi. Je dis pas de bêtises, c'est bien cet arbre-là, Jean. Oui, complètement. Mais tu vois, j'avais même pas noté le truc, tu vois, donc ça fait plaisir. C'est cool. Voilà, on a cet arbre-là. Ouais. On a à la fois Elzarman, Haute République, 200 ans avant, et on a l'arbre de The Last Jedi, qui sera pour le coup, lui, un endroit où Luke se tiendra, puisque là on a un Luke jeune, mais Luke se tiendra là des années après, 30 ans après, dans son exil sur Acto. Bon, voilà, petit clin d'œil que j'ai noté dans cette série Star Wars. Ouais, c'est ça. Et si je me rappelle bien aussi, il y a aussi un espèce de petit flashback où on voit... déjà, j'arrive plus, je suis perdu dans une note, là, je retrouve plus le passage, où on voit que c'est pas le temple Jedi à l'époque de la Haute République, justement. Ah si, alors pas de la Haute République, mais en plus je l'ai enregistrée, elle est pas passée cette image, zut. J'avais gardé une image justement qui m'a impressionné, le temple Jedi en version... siège de la commandante tour nazi Gestapo. Génial, ça. Ça, oui, en mode, voilà. Donc, pas l'impérial, c'est ça. Ouais. On a l'ancien temple Jedi de Coruscant, reconnaissable à sa forme de trapèze et avec ses grands minarets là, qui est repeint aux couleurs de l'Empire avec des grandes bannières rouges et blanches qui pendent, qui ne sont pas sans rappeler les belles grandes bannières que les nazis mettaient sur les mairies, les châteaux en France qui leur servaient donc de siège de la Commandant Tour. Ça m'a fait penser à ça moi tout de suite et j'ai trouvé ça très, très pertinent à mettre
Oui. Et ça confirme ce que disait Loïc dans le Discord, qui disait que voilà, l'Académie Jedi a été remodélisée pour devenir le palais impérial suite à la montée de Palpatine, quoi. Donc c'est tout un symbole, quoi. Ouais, c'est tout un symbole. J'aimerais en voir plus, moi. Voilà, là, j'ai retrouvé mes notes. Du coup, c'est comment ça s'appelle? Comment t'appelles ça? De la Haute République. J'ai un trou. La station spatiale. Ah oui, le flambeau stellaire, je l'ai aussi. Je l'ai vu. Starlight, voilà. Il est là. Oui, Starlight Beacon. Voilà. Starlight oui, moi Beacon, aussi, je l'ai vu. Alors, il est dans un tout petit bout de la vignette, tout en bas. Il n'est pas tout seul. Mais en effet, c'est... qui parle de ça à un moment? Je ne sais plus. C'était pas pendant le flashback avec Elzarman, justement? C'est possible. J'ai déjà oublié. Mais oui, en tout cas, il fait un petit peu un historique de ce qui s'est passé dans la galaxie pendant toutes ces années. Et, on a cette belle image du flambeau, très reconnaissable en ce moment, si on a suivi la Haute République. Ouais, il en fait des petits clins d'œil, lui, ouais. Exactement. Donc ouais, ça c'était pas mal. Et sur Star Wars, encore une fois, on a tout le passage avec les parents de Poe Dameron, Charabé, les mésaventures de Charabé et de son mari, donc Castamon. Ça m'a bien intéressé, moi, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Ouais, j'ai eu de la peine pour elle, là où elle était, franchement... Ouais. Il y a une bonne tension, là, quand elle se fait capturer, tu sens qu'elle se fait poignarder, tu te sens... Ah oui. T'as peur pour elle, quoi. T'as peur pour elle, t'as peur pour son petit pot, là. Et oui, parce qu'on voit Poe. Je sais pas si t'as fait gaffe, on voit bébé Poe. Et puis c'est ce qui l'a fait craquer. Elle dit qu'elle va parler, évidemment, elle est torturée. Elle dit, je vous dirai rien. Et là, l'autre, elle lui montre un hologramme de Poe. Ok, je vous dis tout. Lui faites pas de mal. Comme si sa parole valait quelque chose en plus à l'autre. Là. Elle est Rottweiler, hein, l'impériale, là. J'ai oublié son nom. Oui. Elle est pas commode, elle, hein, franchement. Non. Elle aussi, et elle est coriace parce qu'elle réchappe un crash de son destroyer sur la planète. Oui. La page était très jolie, aussi. C'est une jolie page où tu vois le destroyer tomber petit à petit en plusieurs cases. C'était sympa, j'avais beaucoup aimé ce découpage aussi. Absolument. Et donc son nom, j'ai oublié, c'est Vara. J'ai bien oublié. Oui, c'est vrai qu'elle est très très belle cette page-là, oui. Et ils disent que Zara, voilà, comme les vêtements. Ils disent qu'elle a été sous la formation de Tarkin, en fait. C'est ça. Que c'est un rejeton de Tarkin. Elle a eu sa formation, son esprit. Elle a certainement la même fourberie. En tout cas, elle a l'air de bien se débrouiller. Et en plus, cette coquine, elle aime chasser elle-même, quoi. Donc, elle a une tenue de chasse qu'elle demande au majordome d'aller lui chercher. Ouais. Comme Tarkin... Oui, c'est vrai, comme Tarkin. Comme Tarkin faisait sur sa planète d'origine où il chassait, c'est comme ça qu'il s'entraînait. Ah oui, donc en fait, ils ont fait des garden parties ensemble et tout, sûrement. Ils se connaissaient vraiment bien. Si tu t'intéresses sur l'origine de ce personnage-là, de Zara, moi je te conseille les tomes de Star Wars, seulement Star Wars, hein, comme ça t'as pas besoin de tout lire. Les tomes reliés en France, c'est les 100% chez Panini, où il te raconte un petit peu l'origine, où elle était aux ordres de Tarkin. T'as ça dans le... Je crois que c'est dans le crossover War of the Bounty Hunter où tu avais tout un pan sur son histoire à elle qui était vachement intéressant. D'accord. Et tu apprenais comment le Tarkin, parce que voilà, elle pilote ce Star Destroyer qui s'appelle le Tarkin Wheel, en hommage à Tarkin. Tarkin's Wheel, ouais, exactement. En plus. Et qui est un Star Destroyer qui a été un peu endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. De l'étoile de la mort, exact, j'ai oublié de le dire. Mais qu'elle ne veut pas réparer, qu'elle laisse en état en un mémorial. À Tarkin. Voilà, un mémorial en gros. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant, mais elle a un background très, très cringe, elle est malaisante. Déjà, cette dévotion à Tarkin, c'est déjà un peu flippant de pouvoir faire ça, déjà. Quand tu vois connais le bonhomme. Ouais, carrément. Je vois pas qui peut aimer. Elle a une sale tronche, elle fronce les sourcils. Non, elle n'a pas l'air aimable, la fille. Là, si vous regardez l'écran, j'ai mis une petite image de comme on la voit dans le tome qu'on épluche, là, avec vous. Elle est très calculatrice, elle a l'air très bonne dans ce qu'elle fait. Bon, elle peut pas tout gérer, mais elle a l'air jeune en plus. Bon, ça c'est juste des dessins, mais elle est pas là pour déconner non plus, quoi. Une belle grosse fanatique. Ouais, un bel antagoniste là, inédit mais très très bon. Exactement. Et qu'on va sûrement suivre dans les prochains numéros, vu qu'elle survit. Elle survit, voilà. Oui, et Sarah B aussi, Pardon. Oui, elle survit elle aussi pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont sacrifiés pour les sauver, les deux amoureux là. Petite note d'amour, t'as remarqué? Oui, la petite. Alors, c'est cool de les retrouver, parce qu'évidemment, on est en full spoiler, et puis on l'a déjà raconté dans les résumés, mais Charabé va se faire rescuer par son mari, hein,
comment il s'appelle Caisse Dameron, du coup. Voilà. Mais petit point noir, je sais pas ce que tu en as pensé toi, il y a une espèce d'ellipse où tu les vois arriver donc, dans le vaisseau, bam, retrouvailles, donc ils mouvant très bien, et bam, tu les revois, ils sont dans un vaisseau rebelle, et puis t'as même une espèce de... T'as Leia qui lui dit, mais I don't know how you made it, tu vois, genre, je sais même pas comment vous avez fait pour finalement être secouru. Et ben moi j'étais comme Leia, j'étais ben nous non plus on le saura jamais comment vous l'avez fait parce que un coup ils sont dans le vaisseau, un coup ils sont sauvés. Donc voilà, il a pas voulu se batailler sur comment ils sont échappés du vaisseau, blablabla. Bon, on s'imagine qu'ils sont allés au hangar, ils ont pris le vaisseau, ils sont barrés peut-être. C'est ce qu'ils avaient dit à un moment. Ils ont dit on va voler une navette, voilà. Okay. Ou à un moment t'as Kess qui dit Shara aura une idée lumineuse. Voilà. Ouais. Mais après, si on lit un petit peu les romans et tout ce qui se passe à côté, on sait que Charabé va pas mourir là, quoi, vu qu'elle participe à la bataille d'Endor et qu'elle survit à la guerre civile et qu'elle meurt bien plus tard, je crois que c'est 10 ans après, peut-être quelques années après la bataille d'Endor, l'espèce de maladie des pilotes, là, le blood, je sais plus, c'est une maladie de sang en fait. C'est intéressant aussi, on l'a pas trop dans les films. Ah oui c'est une espèce de maladie de sang qui touche les pilotes. Le Bloodburn, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Ah ouais. En fait, c'est à force de rester dans l'espace et de passer trop de temps dans l'espace, tu développes une espèce de maladie qui au final te tue, quoi. Une espèce d'allergie à l'espace, et quoi. Il faut que tu pilotes de moins en moins, sinon tu vas te trouver infecté et tu vas mourir de ça, quoi. Je crois qu'elle meurt de ça. Si je dis pas de bêtises, les auditeurs assidus me corrigeront si c'est ça ou pas. Si on devait le remettre dans la vraie vie, tu peux mourir de radiation que tu prends dans l'espace, parce que nous, on est protégé des radiations par l'atmosphère et par le champ magnétique autour de la Terre, mais tous ceux qui vont dans l'espace régulièrement, ils se prennent des doses de radiation que les vaisseaux n'arrivent pas à filtrer complètement, en fait, et ils ont l'équivalent de centaines de radios que nous, on ferait pour les dents ou pour les côtes, et c'est quelque chose à terme, oui, qui leur est très mauvais. Donc on peut imaginer que les pilotes, eux, avec tout leur voyage en hyperespace et à côté de tous les soleils et toutes les planètes où ils sont passés, ils doivent avoir un paquet de radiodentaires panoramiques qui sont archivés quelque part. Donc bref, je savais qu'elle ne mourrait pas là parce qu'il me semblait bien qu'en effet, elle mourrait plus tard quand Poe était un peu plus grand, pas âgé mais un peu plus grand. Donc je savais qu'elle ne mourrait pas, mais j'ai eu un petit peu de peine pour son équipe qui s'est sacrifiée quand même pour elle. Ouais. Déjà, alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit clairement que le papa de Poe Dameron, qui connaît donc a priori bien la princesse Leia, a le même tempérament de feu, enfin c'est plutôt Poe qui a le même tempérament, et la même idée de ne pas obéir aux ordres, quoi. On lui dit, n'y allez pas surtout, n'y allez pas tout seul, hein. Ouais, d'accord, et en fait il y va. Et à la fin, t'as Leia qui dit je vous l'avais quand même dit de pas y aller pourtant, hein. Elle dit un truc du genre, je sais plus en VO, j'ai l'impression que ce sera pas la dernière fois que je vais vous le dire, quoi, un truc comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais attends, tu vas même le redire à son fils pendant 30 ans aussi. Il va te faire que des trucs comme ça et tu vas l'adorer quand même parce qu'il aura une gueule d'amour. Mais bon, voilà, même tempérament, classe, et puis tiens, parle à mon cul. C'est ça. J'écoute pas. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment l'enfant de ses deux parents, quoi. Je trouve que vraiment les deux caractères, le Charabé et Kess, ont infusé pour donner un pot vraiment tête brûlée comme on connaît. Non, c'est vraiment cool ça. Et j'avais pas tilté du coup la phrase de Léa justement qui dit très très bon, très bon. Il me semble qu'elle dit quelque chose comme ça. Je sais plus précisément, mais tu la vois à la fin lui dire bon ben. Vous êtes là, c'est cool, mais je vous avais pas. Vous avez désobéi aux ordres. Et puis tu as un moment. C'est pas mal. Tu as Kess qui est dans le cockpit, et puis il y a un de ses coéquipiers donc pour aller vers sauver sa femme, puis il y a un de ses coéquipiers qui dit on a un message de la générale Organa, et là l'autre il lui dit non mais réponds pas parce qu'elle va nous dire de rentrer, et si j'entends pas ça fait comme si je désobéissais pas aux ordres, vu que j'entends pas alors je lui désobéis pas. Ça fait vraiment un effet comme Poe au début de l'épisode 8 qui outrepasse l'ordre de Leia d'arrêter l'assaut contre Death Note là, et voilà, c'est clairement c'est clairement un très très bon passage ça de cet homme là, tous les parents Poe, c'est vraiment cool, c'est des très bons personnages. Ça fonctionne très bien, les inclure maintenant, ça marche très très bien. Le fait qu'ils soient pas dans les films, ça dérange pas, non, c'est vraiment super. C'est bizarre, il y a des trucs qui fonctionnent et puis d'autres pas. Ouais. Bah après, je suis sûr qu'il y en a qui aimeront ce qu'ils font avec Kira aussi. Tu vois, moi j'aimerais beaucoup avoir la vie de Sylvain par exemple. Je sais pas s'il lit les comics, mais pourquoi donc la vie de Sylvain par exemple qui nous donnera jamais malheureusement. Mais moi j'aimerais beaucoup avoir un avis sérieux de Sylvain. Ça,
sachant que moi j'ai rien contre l'actrice ni contre le rôle de Kira au sein des films où elle était déjà apparue, mais là dans ce crossover là j'ai vraiment du mal à apprécier le fait qu'elle soit de retour et à ce niveau d'empowerment de gérer cette mania de mafia là, je trouve ça un peu too much, mais bon. Alors pour les auditeurs qui seraient nouveaux et qui ne sauraient pas pourquoi on demanderait l'avis de Sylvain en particulier, qui ne se prononce jamais sur la littérature, c'est parce qu'en fait Sylvain est amoureux d'Emilia Clarke. Et on le dit à la galaxie tout entière, et on comprend pourquoi. Je suis en train de chercher des images de Solo, elle est vraiment canon dans Solo, surtout à la fin, là, sur le vaisseau avec Dryden Voss. J'arrive pas à trouver une image qui puisse se mettre en grand pour vous, elle est vraiment très très jolie, là. Emilia Clarke, elle était déjà pas mal dans Game of Thrones, mais là, elle est vraiment très belle. Mais nous sommes plusieurs à nous dire aussi que c'est pas toujours une très bonne actrice, très expressive, ce à quoi Sylvain nous répond: des insultes. Donc, est-ce qu'il reconnaîtrait son actrice fétiche sublime dans le comic? Je suis pas sûre, parce que Kira, aussi stylée soit-elle, et j'ai pris une image, elle est comme ça. Elle ne ressemble pas du tout à Emilia Clarke, personnellement. Oui, je me suis fait la remarque. Oui, effectivement, ça dépend des cases. Je trouve qu'il y a ça dépend des... Ça dépend des cases, je trouve que ça va encore, tu vois. C'est vrai qu'elle est pas ultra ressemblante. C'est un personnage, hein, c'est pas une actrice, mais elle est stylée là sur l'image que je vous mets. Elle a une cape, un pantalon moulant, des petits boutons sur sa veste, là, c'est très très stylé, des couleurs vives. Elle a un style, elle a la Fashion Week du cartel, voilà, elle a encore un rôle, encore une fois, bien exacerbé. Elle est belle, elle est intelligente. Elle gère tout le temps, tout le monde, Vador, l'empereur, Maul, allez, quoi de plus, quoi. C'est ça. Et elle est... Bah, du coup, on glisse sur l'Obécarnat. Très bien, très bonne transition, parfaite transition. T'as vu? Allez, parfaite transition, merci. Voilà. Un bisou, Sylvain. Donc, on va finir pour ça, du coup. Kira, elle a du style. Et moi, j'ai remarqué un truc, je te le dis tout de suite avant d'oublier. Elle a un petit conseil rapproché formé de 2 filles, là. Je crois que j'ai pas mis cette image. Elle se fait conseiller par 2 nanas. C'est pas, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas avec des conseillers garçons. J'ai apprécié le clin d'œil, elle est juste girl power, mais c'est qui ces filles-là? Tu sais, elles ont quelle importance? Comme tu dis, ce sont ces conseillères, c'est 2 proches conseillères, mais tu vois, je ne me rappelle plus trop des noms, mais oui, c'est celles elles sont tout le temps ensemble, les 3, et puis elles gèrent le truc ensemble. D'accord, elles ont vraiment... et puis elles sont très bien habillées souvent. Ouais, il y a souvent de très très beaux costumes à chaque fois. Ouais. Alors, elles s'appellent Margot et Trinia. Voilà. Qui est Margot, qui est Trinia, je ne sais pas, mais Margot et Trinia. dont une est une espèce alien. Voilà, Tom n'est pas là pour nous dire de quelle espèce il s'agit. Exactement. Mais oui, non, mais c'est Chris Sommerein, c'était relativement sympa, là. T'en as pensé quoi, là, on a 3 numéros, alors c'est drôle, on a 3 numéros en 2 tomes. Parce que, avant, moi, je pensais que t'avais, vu que t'as 5 tomes du crossover, je pensais qu'on allait avoir 1 numéro par tome. Là, on en a 2 pour un tome. Je sais pas si c'est remarqué. Et du coup, on aura peut-être un tome 100. Bref, on verra ce que Panini a prévu de faire. Mais je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis 2 numéros dans un même tome. Là, moi, je comprends pas tout parce que le découpage des tomes, je suis un peu perdue. Mais de ce que j'ai lu, j'étais aussi perdue par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, aux vraies motivations de Kira. Tu vois qu'elle a beaucoup de personnel. Elle recrute des gens partout. En fait, c'est un gros, comment on dit, le speed dating, mais pour le boulot, tu sais... c'est un mot, là, je trouve. Oui. Elle recrute plein de monde qui ont des griefs contre l'Empire, ou contre Vador, ou contre l'Empereur, ou contre les Stormtroopers. Elle se fait une super team. Vas-y, maintenant, Mackay, envoie tout ça et faites du Star Wars. Et c'est un peu ce qui se passe, mais... C'est un peu ça. C'est un peu le bordel quand même. Hein, j'ai un peu de mal à... Elle prend quelques personnages connus, puis elle les envoie faire une mission. Ouais, pareil, j'ai du mal. Si t'as pas lu les suivants, c'est vrai que t'as du mal à voir où est-ce qu'elle va en venir, vraiment. Mais à part mettre des bâtons dans les roues à l'empereur, quoi. Enfin, c'est juste ça. Parce qu'on a qui? On a Ochid Bestoun, donc, qui était recruté, qui va buter, lui, tous les... C'est quoi? Ah oui, c'était la scène où il va empoisonner le dîner des grands gardes rouges, là, de l'empereur. Oui, alors j'ai été surprise de découvrir ça, qu'en fait, sous
les gardes de l'empereur, la garde prétorienne toute rouge, là, qui avait des gens normaux, en fait. Bon, je me doutais bien que c'était pas des droïdes, mais des impériaux avec leur costume d'impérial traditionnel. Et puis des mecs normaux qui prennent un petit déj et tout. Ouais, qui l'ont mangé. De ça, moi. Ouais, c'est surprenant de voir ça, de les voir manger. Et puis, de les voir tous mourir suite à ce qu'a fait Ochi, du coup. Donc, c'était assez intéressant comme passage. L'autre passage, c'était avec, pareil, Destic, c'est un personnage récurrent qu'on a vu dans Bounty Hunter, tout ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, déjà elle va récupérer donc, la fameuse petite fille. Voilà, donc pareil, tu tiras au courant de cette gamine, donc elle veut la récupérer, mais tu sais pas encore trop pourquoi, donc bon, j'imagine qu'on verra ça dans les tomes suivants. Donc elle a réussi à mettre la main sur cette fille qui apparemment est importante. Elle a un style manga, tu trouves pas, la petite? Oui, avec son petit bandeau. Animé, là. Carrément. Ouais, ça fait très Naruto, genre. Oui, c'est vrai. Un petit peu quelque chose. Ouais, alors moi, je me suis arrêtée sur Destic parce que déjà la fille, donc c'est une femme, elle s'appelle Bâton de la Mort. C'est quand même une occurrence qui revient sans arrêt sur le Discord grâce à un de nos membres qui s'appelle Fissoul, qui nous sort sans arrêt, nous demande si on veut des bâtons de la mort. Donc de l'avoir lu aujourd'hui, alors qu'encore hier on en parlait sur le Discord, je me suis dit c'est le destin, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on trouve des bâtons de la mort et qu'on essaye. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Bâton de la Mort alors que c'est une ex-sœur de la nuit, donc le clan des sorcières de Mertalzin, là, sur Datomir. Elle est là par revanche. Bon, c'est intéressant, c'est toujours intéressant, les gens revanchards, mais là, il n'y a que ça, en fait. Ils perdent un peu en profondeur, je trouve, parce que ils sont trop... Ouais, ils ont tous souffert de l'Empire, ou même avant, même l'Empire, mais des guerres avec les séparatistes, parce qu'elle, on voit en flashback, elle a Grievous qui est en train de massacrer les Sœurs de la Nuit. Donc elle, tu vois, c'est même pré-Empire, son grief. C'est un personnage de plus qui n'est pas désintéressant, mais bon. C'est vrai que c'est là, elle a un minimum de profondeur, on va dire, mais c'est, oui, comme tu dis, c'est encore un autre personnage. Donc ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, ça fait beaucoup. Et c'était pas désagréable non plus, sa petite aventure aussi. Mais ce qui nous a le plus plu, je pense, est-ce que c'est pas le passage avec les chevaliers de Rennes, du coup? Si. Parce qu'elle va recruter... Ouais. Elle va aussi recruter notre chère Kira, les Chevaliers de Rennes. Et ça, c'est très très sympa de revoir les Chevaliers de Rennes pendant la période de la trilogie originale, du coup. Oui, alors ça, c'est pareil. T'as intérêt à réfléchir à ce moment-là, à te dire, attends, ils étaient déjà là, eux? Parce que du coup, on les voit dans l'épisode 7, dans l'épisode 9 des films. Donc là, tu te dis, 30 ans en arrière, attends, ça fait qu'ils avaient quel âge, les mecs? C'est les mêmes, c'est pas les mêmes? Le Rennes, c'est le même, je pense. Il a vraiment la même je crois que c'est le même, ouais. Il y en a certains qui sont. Il y en a certains, c'est pas les mêmes, t'as plus les mêmes noms, t'as plus les mêmes apparences. D'ailleurs, il y a un Twi'lek, ou une Twi'lek, je crois. Carrément. Donc tu dis, bon, ils ont changé en 30 ans, c'est sûr, mais ça porte à réflexion. Ouais. Mais et là, pareil, c'était stylé, mais c'est pareil, là, t'as le fameux, le dernier numéro où ils vont se battre contre Vador, parce que voilà, leur mission, c'est d'aller chercher une espèce de clé. Alors ça m'a fait penser tout de suite à Pirates des Caraïbes 2, là, où Jack Sparrow va dans une prison chercher une clé. Là, c'est pareil, il doit aller dans, je crois que c'est la cité, une cité impériale, ou je sais plus quoi, qui doit chercher une clé. La forteresse Vador. La forteresse de Vador, carrément. Carrément, la forteresse de Vador, ouais, d'accord. Et Vador qui arrive, justement, qui va se pointer. Voilà. Et donc, ils se battent, et donc, tu sens que Ren est un petit peu sensible à la force, mais tu sens qu'il tient tête à Vador, et là, c'est pareil, je pense que les fans de Vador, ils vont tiquer en pensant que Ren arrive à tenir tête à Vador niveau force power, alors que Vador est over the top normalement, et là il se fait bolos par Ren, quoi. Donc je trouve ça un peu surprenant, on va dire. Il se fait cambrioler tranquillement, quoi, et puis, puis ils arrivent à s'en sortir tranquille. Ouais. Non, ça c'était un peu limite, mais pareil, il y avait un petit peu une légèreté dans leur désorganisation et dans leur on y va, oui, alors ça va pas être facile. T'en as un moment qui dit ah ouais, c'est juste, on voit cambrioler Vador, quoi. Un peu désabusé, quoi. Vous avez pas encore pire, quoi, à faire. Mais ils y vont quand même, les mecs. Moi, déjà, à leur place, je me suis dit mauvaise idée, les gars. Ils arrivent à s'en sortir sans perte. Il n'y en a aucun qui est mort. Il y a juste des Stormtroopers qui meurent. Mais c'est un peu trop léger, mais en même temps, voilà, on voit du Chevalier de Rennes. On voit un peu de l'or autour d'eux, mais c'est comme dit Vador, tu mérites même pas de tenir cette épée rouge,
En effet, on aimerait bien savoir comment tu l'as, cette épée rouge, un petit peu plus de lore autour de ton histoire là-dessus, plutôt que d'aller juste cambrioler Vador. C'est ça. On en avait déjà un petit peu dans The Rise of Kylo Ren, là, le petit comics. On avait vu un petit peu comment Kylo Ren a intégré les Chevaliers de Ren. Mais c'était post-épisode 6, quoi. Enfin, c'était pas du tout cette période-là, du coup... Et non, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas pareil, quoi. Oui, on a eu du lore à ce moment-là, mais là, on n'est pas sur la même période. Donc, s'ils étaient déjà là, moi, j'aimerais bien savoir comment ils sont déjà là. Mais qu'est-ce finalement... C'est quoi leur but? Ouais, c'est quoi leur petit but, à part de cambrioler? Alors, c'est juste une énième organisation secrète. Ça commence à faire beaucoup. C'est ça, encore une. Il y en a énormément, là. Par la trilogie originale, tu pensais que c'était juste manichéen avec l'Empire. Eh ben non. Et les rebelles, et non. Et les Hutt, peut-être, mais t'as une flopée d'organisations criminelles, là, c'est fou. C'est fou. Et ils le disent à un moment, n'empêche, ça contredit ce que je viens de dire, ils disent... qui dit ça? Je sais plus qui dit ça de eux. C'est pas Vador ou Palpatine qui dit, en fait, c'est des adorateurs du côté obscur qui, sans le savoir, maîtrisent la force qu'ils n'appellent pas la force, d'ailleurs, ils appellent ça comment? L'ombre, je crois. Oui, c'est vrai. Qui ne ressentent principalement que le côté obscur. En fait, ils font joujou avec ça, ils savent pas vraiment que pour eux, ils sont une menace, ils se voient pas comme une menace, d'ailleurs, ils veulent faire leur truc de leur côté. En fait, c'est des forces sensitives et des force users, mais du côté obscur de leur côté. Et c'est encore vu comme une menace par Vador et Palpatine et blablabla. Bon, bref, il avait un sabre rouge, quoi, et ça faisait beau d'entrechoquer deux sabres. C'est ça. Oui, le duel est sympathique, quoi, mais bon, bref. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il y a pas mal de clins d'œil, hein, comme je disais, tu revois un petit peu des flashbacks sur l'enterrement de Padmé, ça c'était pas mal. T'as quoi? T'as la mention du Tantive 3. Alors c'est rigolo, le Tantive 3, donc on connaît tous le Tantive 4. Tantive 4, le Tantive 3, exact. Voilà, donc qui est le vaisseau, donc j'ai dû pareil me renseigner avant d'affirmer ça, mais c'est le vaisseau qui aide Yoda à s'échapper de Coruscant à la fin de l'épisode 3, du coup. Oui. Du coup, et ça, voilà, c'est ça le petit caméo sympathique, là. Et en fait, il faut savoir que donc le Tantive 3, donc c'est le vaisseau de Bail Organa, hein, comme le 4. Et c'est Jeremog, comment il s'appelle? Alors c'est le personnage qu'on voit dans le comics qui s'appelle Jeremog Colton, qui est emprisonné par l'Empire, quoi. Et c'est une histoire intéressante à propos de ce perso. Il apparaît en fait dans l'épisode 3, joué par Jeremy Bulloch, l'acteur qui jouait Boba Fett original, le vieux Boba Fett de la trilogie originale, pour un caméo. Il a juste fait un petit caméo en tant que pilote du Tantive 3, mais sans être nommé dans le film. Et c'est dans ce comics-là qu'en fait on apprend son nom. Voilà, donc là c'est Soul qui a nommé Jeremy Colton le pilote du Tantive 3 qui a dit à s'échapper. C'est plutôt pas mal, hein, comme retcon, quoi. C'est intéressant. D'accord. Et qui va piloter aussi le Tantive 4 aussi. Donc c'est le pilote du 3 et du 4. Donc, ok. Voilà. Ah bah oui, puisqu'ils disent qu'il a été emprisonné une fois que Vador a raisonné ce vaisseau-là, donc au début de l'épisode 4, j'imagine. Voilà, exactement. C'est ça. C'est assez intéressant. J'avais oublié, ce petit moment, j'avais oublié. Et donc cette personne qui va le voir en prison, c'est une sorte donc elle se fait appeler l'archiviste. Oui. C'était une ancienne experte des artefacts du côté obscur, des artefacts aussi, qui travaillait donc à son compte sous l'ère de la République. Et qui s'est vu être privé de son travail avec l'avènement de l'empereur, qui a un peu viré du coup, comment on pourrait dire, vendeuse de pièces détachées, un truc comme ça un autre poste quelconque. Elle a carrément changé de style, hein. Pareil, elle est passée de Fashion Week de Coruscant à ras des sables avec les cheveux pas lavés, et elle vient se faire enquiquiner à ce moment-là par des Stormtroopers, parce qu'elle détient encore une ou deux merdouilles du côté obscur. Et là, qui c'est qui arrive pour la sauver toujours au bon moment, dans cette tenue rouge très saillante? Kira. C'est ça. Elle est pas désintéressante, ce personnage-là de l'archiviste. Oui. Parce qu'en plus, après, elle va faire narratrice, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Oui, donc c'est elle qui est un peu présente le crossover, là. Quand tu lis le premier tome, c'est elle qui te présente le truc et qui te raconte un petit peu, en mode brisage du quatrième mur, l'histoire de Lob Ecaralt, en fait, pendant cette période-là. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais. C'est un personnage très intriguant. Moi j'aime bien le fait qu'il ramène des artefacts Sith dans le lore, encore une fois. Parce que là, on a ça dans Afra, on a ça dans le comic Star Wars là, qu'on a vu, on a ça dans le jeu Fallen Order aussi que t'as fait. T'as ça dans les romans, aussi Shadow of the Sith récemment. Il y en a partout. beaucoup. Ouais. Il
il ramène beaucoup de la mythologie Sith, il y a les artefacts, là, et là encore, une fois avec celle-là, avec cet archiviste, et je trouve ça très intéressant, vraiment, d'explorer ce pan-là de la mythologie Sith, c'est vraiment cool. Ça fait penser un petit peu à des trucs légendes, quoi, et si ça peut rajouter de la viande autour de l'os, quoi, ça peut être intéressant, ouais. Alors, il y a juste un truc qui me gêne par rapport à elle, c'est qu'ils disent qu'elle va... Parce qu'en fait, Qi'ra la recrute pour aller... Alors oui, elle a quand même des idées grandiloquentes, la Qi'ra. Donc, avec toute la team qu'elle se fait, elle veut mettre à bas l'Empereur et Vador. Elle veut attirer dans son équipe, donc, tout plein de gens de styles différents, mais elle ne veut non pas moins que Yoda, Maître Yoda, qu'elle soupçonne donc d'être encore en vie, d'avoir échappé à la purge, et elle recrute cet archiviste pour aller rechercher Yoda. Et donc cette fille, je suis en train d'essayer de retrouver son prénom, la pauvre, j'arrive pas à retrouver. Cette fille atterrit sur Dagobah parce qu'elle recoupe plein d'informations, elle arrive à se dire qu'elle va aller sur Dagobah en fait. Et elle ne rencontre... Si, elle dit qu'elle rencontre Yoda, mais c'est pas vraiment mis, elle l'explique à peine. Et à un moment, on la voit aux prises avec une affreuse bête que je ne connaissais pas, avec des grosses dents, des grands bras, une sorte de troll tentaculaire à grandes dents sur Dagobah, qui la tient dans ses griffes. Et puis hop, d'un coup, elle arrive à s'en échapper. Tu ne comprends pas trop comment elle a réussi à se sortir de ce mauvais pas. Ou alors, il me manque une vignette, mais... Ah oui, la bestiole est vraiment moche. Elle dit j'ai cru que j'allais mourir à ce moment-là, j'en étais persuadée. Puis hop, d'un coup, j'ai ressenti quelque chose. Elle est allée genre dans la petite grotte là où Luke va dans sa formation et où il rencontre en fait une vision de Vador. Et tu la vois rentrer là-dedans. Puis pof, après elle dit que finalement non, elle s'est entretenue avec Yoda. Non seulement il lui a pas fait de mal, mais en plus il lui a raconté tout un tas de trucs. Et quand elle revient, elle dit à Qi'ra que non, il est mort. Donc c'était intriguant, mais j'ai pas compris en fait, moi. Non, pareil, j'avais un doute, j'ai toujours un doute en tout cas, sur ce qu'a dit à Qi'ra à la fin. Donc elle annonce à Qi'ra que Yoda est mort, et bon, Qi'ra laisse tomber le truc, t'es là, ok. Donc toi qui voulais vraiment absolument trouver Yoda, que Qi'ra sait qu'il a survécu à l'Ordre 66 et à la fin de l'épisode 3. Elle sait que qu'elle est dans... Alors elle va sur Dagobah, mais apparemment c'est la région, quoi. Donc comme par hasard, elle va tomber sur Dagobah un peu comme ça, quoi. J'ai pas l'impression, elle discute pas, mais Yoda, elle le trouve pas au final, non. Si je me rappelle bien, elle trouve juste la grotte, et en fait elle pense qu'il y a tellement une grosse vague de côté obscur au niveau de cette planète et cette grotte là en particulier que c'est pas possible que Yoda soit là. Donc pour moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Du coup elle se dit Yoda est mort, c'est pas possible qu'il soit là, je le ressens pas, et c'est que du côté obscur que je ressens. Donc elle annonce ça à Yoda, à Qi'ra, mais quel est son plan, quoi? Est-ce qu'elle est pote avec Qi'ra qui lui dit la vérité, ou est-ce qu'elle garde le fait qu'elle sache que... Parce qu'on voit Yoda vite fait voir qui observe le vaisseau s'échapper de Dagobah une fois qu'elle a fait son bise sur la planète. Et donc, est-ce qu'elle a ressenti Yoda et qu'elle dit pas la vérité à Qi'ra, ou est-ce qu'elle a pas vraiment ressenti, car le côté obscur cachait la présence de Yoda, ce que Yoda fait en allant sur Dagobah, quoi. Comme ça, il est incognito sur cette planète, quoi. Donc je sais pas. Il y a un truc bizarre aussi, c'est que quand elle rentre dans la grotte, elle a ses cheveux violets et sa peau rose. Et quand elle ressort, quand elle revient de Dagobah, et après, dans toutes les autres fois on la voit, elle a les cheveux gris et sa peau est toute verte. C'est le côté obscur, ça, tu sais. Ah ouais, elle a pas bonne mine, hein. Ouais, voilà, c'est un côté obscur. Arrêtez, ça vous donne des cernes, ça vous fait des conjonctivites, n'allez pas dans le côté obscur. C'est ça. C'est le petit bain dans la grotte, là, ça lui a pas fait du bien. Il y a une super couverture. Ah, ça y est, j'ai son prénom. Son nom, son prénom, c'est Sava Madlinson. Sava Madlinson. J'ai une super couverture là que j'aurais aimé vous partager. Je vais le faire. Je vais te laisser meubler pendant que j'envoie ça. On va pas tarder à donner notre petite note quand même à la fin. Absolument. Et c'est vrai que tu parlais couverture, c'est vrai que niveau couverture, pareil, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais tome 2, j'ai vraiment eu du mal à trouver des jolies couvertures. Alors ils ont retenu la Crystal Reign et la Dark Vador pour respectivement l'édition standard et l'édition collector. Donc qui sont les plus sympas. C'est vrai que techniquement elles sont pas mal, quoi. Mais même la Afra, je la trouve vraiment pas belle du tout, quoi. Et le tome 3, c'est un poil mieux, mais encore une fois, la Dark Vador et la Crimson que Panini a retenu, ce sont vraiment les choix un peu par défaut, hein, vu que le reste est vraiment pas ouf, quoi. Elle est peut-être la Bounty Hunter qui est pas mal du tome 3, mais c'est pas fifou niveau couverture non plus, quoi, malheureusement.
Moi, il y a celle-ci qui a attiré mon regard. Pas tant pour les détails, mais pour l'ambiance et pour le placement des personnages. Donc, à l'écran, c'est la couverture de Aube Écarlate, enfin Crimson Reign, où on a ce personnage dont je viens de vous parler, Madeleine Sun, avec Yoda dans le fond, et on voit qu'ils sont sur Dagobah. Et elle a une position vraiment bizarre et un style très très bizarre. Ça fait presque horrifique encore comme code, ce truc-là. Ouais. Ouais, elle a clairement un design très très horrifique. Ouais. Mais ouais, justement, c'est la couverture du tome 3 chez Panini. Bon, nous, on lit en VO, du coup, c'est un peu différent, mais ouais, le tome 3 de Panini, il y aura cette couverture dessus. Donc, ça, c'est cool. Très très joli, ouais, effectivement. Okay. Donc, bon, elle a de l'importance, mais je suis pas sûre d'avoir tout pigé, donc on en reparlera plus tard. Hein. Voilà. Tu veux que je donne une note? Non, je peux pas. Commence. Toi, donne en premier, moi je peux pas. Ouais, voilà, on va donner une note comme c'est la tradition dans les Star Wars en direct littérature, quoi. Bon, après, les deux tomes, hein, on va regrouper le tout. Moi, j'ai un ressenti relativement similaire entre le 2 et le 3, avec quelques histoires sympatoches, quelques histoires vraiment pas ouf, mais une majorité d'histoires vraiment, vraiment pas ouf qui ont eu... qui ont eu Loïc et Tom, hein. Ils sont pas avec nous parce que c'est pas assez intéressant pour en parler, quoi. Et même le Afra est pas ouf, franchement, ça m'a dégoûté. Mais voilà, il y a les dessins qui sont pas mal, j'ai pas passé un mauvais moment sur certains numéros, les Star Wars sont encore très bien, les Dark Vador sont un peu mieux que ce qu'on avait avant, donc c'est pas mal, quoi. Donc ouais, même la mini-série est pas trop mal, tu vois, la mini-série, quand je parle de mini-série, c'est la Crimson Reign, du coup. Donc, c'est une succession de présentations de différents groupes de personnes recrutées par Kira, mais c'est pas mal. Mais quand même, on est au 2e et 3e volet d'un crossover qui va finir dans 2 numéros, quoi, qui finit en 5. Et je trouve que là, il place encore des pions, quoi, que c'est encore une introduction. On n'a pas raconté grand-chose au final. Voilà, t'as pas raconté grand-chose alors que la conclusion arrive bientôt, là. Donc, ouais, j'ai un peu hâte de passer au crossover suivant. Qui sera Hidden Empire, là, qui commence donc en novembre prochain en VO, parce que là j'ai trouvé ça un petit peu fade. Donc j'ai quelques rares numéros que je mets à 16 quand même, comme les Star Wars notamment, mais genre les Bounty Hunters, je mettais 10 et encore juste pour les dessins, quoi, parce que ce qui racontait c'était pas ouf. Même les Afra, je mettais 10, 11, quoi, même pour Afra, tu vois. Pour que toi donc, tu mettes ça, ouais. Donc du coup c'est pas fifou. Mais au final, quand j'ai fait la moyenne de toutes les notes de tous les numéros, j'arrivais à retomber sur un 13,5, 14, voilà, pour le tome 2 et le tome 3. Donc bon, c'est pas... J'arrive pas à être méchant non plus, tu vois, mais voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais voilà, un petit 14, quoi. Je dirais ça, on a une moyenne tirée vers le haut par les épisodes sur Dark Vador et sur Star Wars. Donc, Leia, Luke. Mais bien tirée vers le bas par... Bounty Hunters. Crimson Reign, du plus, du moins, mais trop de bordel. Donc je pense qu'on arriverait à peu près comme toi, vers un 14. Pour pas être trop acide. C'est ça. C'est ça. Et on n'était pas... le tome 1, c'était pas fou non plus. Je crois que c'est une moyenne de 12,5. Ah oui. Pour remettre le tome 1, la moyenne des 3 notes, c'était pas fou non plus, quoi. Donc ouais. Donc dites-nous ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires ou sur le Discord. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous avez apprécié déjà ce crossover et qu'est-ce que vous avez apprécié dedans. Donc, dites-nous. En effet, on aimerait avoir votre avis, même s'il n'y a peut-être pas énormément de monde qui lit ce genre de truc de niche, mais la preuve, moi, je l'ai fait pour en parler avec toi. De moi-même, j'y vais pas, mais on passe quand même pas un mauvais moment. On est dans les endroits ça fait plaisir de revoir. Même si c'est pas oufissime, c'est toujours la galaxie qu'on aime tant. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. En tout cas, on est à 1h30 d'émission à 2 avec Jean. Donc, on peut faire mieux, mais on peut aussi faire pire. Donc, je pense que c'est pas mal. Hein, on a parlé un peu administratif avant, tout ça. Oui, j'espère que ça va aller, que Dany va pas trop... Il va pas nous battre et nous envoyer l'Aube Écarlate lui-même pour nous descendre, bien sûr. Bah écoutez, vous verrez bien si on est encore là plus tard. Exactement. En tout cas, merci Jean pour cette émission avec toi, c'est un plaisir. Ben, merci à toi d'être venu, sinon j'aurais été tout seul, là, ça aurait été un peu triste. Merci à toi. Je t'en prie, chers auditeurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous, bien sûr, sur notre Discord, comme toujours, dans les commentaires YouTube. Et je le demande pas souvent, mais s'il vous plaît, mettez un petit like à nos vidéos pour le référencement, la visibilité, parce qu'on est une grosse équipe, mais on a finalement assez peu d'auditoire, assez peu de visibilité. Donc, je trouve qu'on fait des choses bien et qu'on est tous à notre place pour différentes
différentes branches de Star Wars, donc n'hésitez pas à récompenser notre travail. On le sait, pour certains vous regardez, mais juste mettez un petit like en plus, partagez un petit peu, ça nous ferait vachement plaisir. Merci à tous, gros bisous, à bientôt, que la force soit avec vous. Ciao. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non? Alors, un pour toi et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien.